Ça me fait monter en tension. En fait, il y a le créateur du parcours qui est là. Et en fait, comme tu disais, voilà, c'est un parcours qui change tous les ans. Et en fait, il nous présente le parcours. Et clairement, quand il présente le parcours, je rigole, mais je rigole de tension parce que je suis un peu nerveux. En fait, il présente le truc et il dit, bon, bah là, vous allez passer dans des pierres, machin et tout. Mais en gros, vous inquiétez pas, c'est facile. Et tout le briefing, il nous dit, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Et à un moment donné, il nous dit, voilà, il y a ça, c'est un peu compliqué, mais ouais, ça va le faire, c'est facile. Par contre, si tu tombes, t'es mort. Et en gros, moi à ce moment-là, moi j'explose de rire et je me dis mais dans quoi je me suis embarqué? Et voilà, donc ce briefing, il reste, nous on en rigole encore et à chaque fois qu'on fait un truc, on se dit ouais t'inquiète, de toute façon c'est facile, ça va le faire. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Je vous propose de partir aujourd'hui à la rencontre de Tristan Perrat, un coureur amateur, professeur d'EPS à la ville. Passionné de sport depuis toujours, Tristan a développé ces dernières années un intérêt grandissant pour le trail. Au détour d'une sortie à vélo, il se voit proposer par un ami de rejoindre son équipe de 3 pour prendre le départ de la PTL. Cette épreuve d'ultra-endurance, qui s'inscrit dans le cadre de l'UTMB, offre à ses participants un grand tour du Mont Blanc de 300 km et 25 000 mètres de D+, sans balisage. Une aventure de 6 jours, en théorie, pour espérer réaliser cette boucle et rallier Chamonix. Au-delà d'une condition physique d'exception, cette PTL requiert une excellente connaissance de la montagne pour espérer y réussir. Le défi était de taille. Tristan n'avait jamais couru plus de 80 km jusqu'ici. La marche à franchir était donc sacrément haute pour lui. À la fois séduit par l'idée de vivre une telle expérience avec ses amis et tétanisé par l'ampleur de ce qu'il qualifie lui-même de sacré chantier, Tristan va finalement décider de suivre ses partenaires dans cette folle aventure et de se lancer dans cette grande boucle au cœur des Alpes. Mais je ne vous en dis pas plus. Tristan va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Manège à 3. Bonjour Tristan et bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis vraiment ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que ces jours-ci, tu as les orteils dans l'eau, les pieds dans les chaussures de rando ou les jambes croisées sur la table de ton salon? Salut Guillaume, c'est un vrai plaisir d'être avec toi. En ce moment, non, c'est toutes les vacances et je suis plutôt les jambes posées sur la table du salon à la maison. Après, voilà, on n'est pas très loin de la mer, donc on en profite un petit peu quand même les pieds dans l'eau, quoi. Tu pourras faire le combo avec les orteils dans l'eau, tu pourras faire les deux. Ouais, presque, ouais. Et les baskets un peu pour faire des sorties? Ouais, les baskets un petit peu, bon, régulièrement, quoi. On prépare un peu des trucs, mais voilà, c'est un petit objectif, mais je profite surtout des vacances là pour rester en famille et profiter un peu des choses simples qu'on n'a pas le temps de faire quand c'est un peu le rush du travail, quoi. J'ai une petite anecdote d'amorce d'épisode à partager avec toi, puisqu'on enregistre aujourd'hui ce podcast le 27 juillet, qui est une date qui a marqué l'histoire de la course à pied. Je ne sais pas si tu le savais. Figure-toi qu'il y a plus de 73, enfin pas il y a plus de 73 ans, il y a 73 ans jour pour jour, le Tchèque Emil Zatopek a remporté le marathon des Jeux d'Helsinki et est devenu pour l'occasion le premier et le seul athlète de l'histoire des Jeux Olympiques à obtenir au cours des mêmes Jeux la médaille d'or sur marathon, sur 5000 mètres et sur 10 000 mètres. Je pense que ça aurait fait un bel invité pour Course Épique, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, en effet, ouais, ça aurait été un super invité. Alors, je connaissais le personnage, mais je connaissais pas l'anecdote du 27 juillet. Et je suis très content de la connaître parce que c'est une sacrée anecdote quand même. Ça reste C'est fort. une grosse performance, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, on va faire encore un meilleur épisode qu'avec Emil Zatopek, j'en suis sûr. Ouais, j'espère. Tristan, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es? Donc voilà, je m'appelle Tristan Perrat, je suis enseignant de PS dans un collège depuis maintenant 4-5 ans de mémoire. J'habite dans un petit village à côté d'Abbeville, donc un peu en arrière-pays de la baie de Somme pour ceux qui se situent un petit peu dans le nord de la France. Voilà, je vis avec ma compagne et 2 super enfants qui ont 4 et 2 ans. Et voilà pour l'essentiel, quoi. La maison du bonheur.
Ouais, la maison du bonheur, ouais, on est vraiment super ravis d'avoir trouvé notre chez nous. On a un peu vogué au début avec les métiers d'enseignant. On n'avait pas forcément la possibilité de se poser là où on voulait. Et voilà, ça fait 3-4 ans en gros, on a réussi à se poser à un endroit et ouais, c'est vraiment cool maintenant de pouvoir en profiter sans avoir la pression de savoir où est-ce qu'on va atterrir l'année prochaine, quoi. Est-ce que le sport, il était déjà très présent dans ton enfance? Est-ce que c'est venu très tôt dans ta vie et tu as baigné dans un environnement qui était très tourné vers le sport? Ouais, c'est arrivé assez vite forcément mon père était aussi enseignant de PS donc dès le début, dès le plus jeune âge, j'ai forcément commencé à faire une activité physique. Alors au début sans forcément avec un aspect compétitif, hein, les premières années, mais rapidement je me suis tourné vers un sport qui moi m'intéressait donc j'ai rapidement démarré le badminton très petit, où là j'ai fait beaucoup de compétitions et j'ai joué en gros pendant 20 ans au badminton. Et donc ouais, le sport a toujours fait une grande place dans ma vie. J'en ai toujours fait, hormis les périodes où j'étais blessé. Il se passe rarement plusieurs semaines sans que je fasse une activité physique, quoi. Ça fait vraiment partie de moi et voilà, c'est un peu pour ça que j'en ai aussi choisi de faire mon métier et de l'enseigner. Et du coup, avec les études qu'on découlait avec, donc voilà, ça a vraiment toujours été une grande part dans ma vie, quoi. Il y a pas mal d'idées reçues sur le badminton. C'est le moment de leur tordre le cou, Tristan, si tu veux. On voit ça comme un sport de plage Ouais, tranquille, ouais, on voit ça comme le sport de plage tranquille. Alors après, ça me fait marrer parce que ce voilà, qui est c'est quand faux. même, ouais, c'est quand même archi faux et on se rend vite compte pourtant que quand on met deux personnes qui jouent assez bien, ça devient vite intense et on devient vite fatigué et le cardio monte assez vite. Alors c'est pas aussi technique qu'un sport comme le tennis, mais voilà, c'est vraiment, il y a quand même une technicité particulière et voilà, c'est vraiment, moi, c'était vraiment une belle activité que je trouvais complète, qui alliait vraiment la partie physique, psychologique et vraiment tactique, technique. Et j'adorais ce sport. Après, j'ai dû arrêter pour des raisons un peu perso, mais voilà, je, ça me fait rire ce petit côté sport de plage. Une fois qu'on est rentré sur le terrain, on comprend vite que le sport de plage, ouais, ouais, c'est vite dépassé, quoi. C'était la porte d'à côté, ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a porté vers ce métier d'enseignant de PS? Est-ce que c'était le fait de pratiquer du sport au quotidien? Est-ce que c'était plutôt la transmission, le fait d'évoluer avec des enfants, des ados? Qu'est-ce qui t'a mené vers ça et donné envie? Et puis est-ce que c'était vraiment une vocation? Tu as tout de suite su que tu voulais faire ça plus tard? Ouais, j'ai assez rapidement su que je voulais faire ça. Je pense que dès que je suis rentré au collège, je savais que j'avais envie d'enseigner le PS. Bah forcément, en premier, le plaisir à pratiquer les activités physiques, parce que bon, j'ai beaucoup pratiqué le badminton, mais j'ai toujours été un peu un touche-à-tout. J'ai adoré faire plein de choses étant plus jeune, avec les copains, aller faire du vélo, jouer au foot, faire un tennis. Enfin voilà, j'ai toujours été un touche-à-tout. J'adore ça et ce côté, voilà, pouvoir le transmettre et enseigner des valeurs de la vie à travers le sport à des plus jeunes, du coup, a toujours été voilà un gros levier pour moi et c'est ce qui m'a vraiment attiré dans ce métier et qui fait que j'ai choisi de me lancer à fond là-dedans, quoi. C'est quoi les plus gros challenges pour enseigner à des ados le sport? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui tirent la patte? Ou est-ce que c'est vu comme un moment plaisant pour la plupart d'entre eux? Ouais, alors je pense que justement pour moi actuellement la plus grosse difficulté elle est là, c'est que on a un public de jeunes qui est de plus en plus différent en son sein et en fait on se retrouve avec des jeunes qui ont très envie de pratiquer et pour qui c'est un moment plaisir, un moment détente. Et à l'opposé, on a des jeunes pour qui c'est un peu le calvaire de venir en EPS. Et c'est parfois un peu compliqué de faire prendre la mayonnaise, comme on dit, entre ces différences. Et ouais, le plus gros challenge, il est là, en fait. C'est réussir à donner envie à tous les adolescents, à tous les élèves de pratiquer et de s'investir dans ce qu'on leur propose, quoi. Et j'imagine qu'il y a pas mal de disparités selon les sports aussi. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de disparités. C'est ce que j'allais dire. Il y a des activités, forcément, ça les fait pas forcément rêver, quoi. Quand on leur dit, alors nous, là, on est là pour parler de course à pied, on adore ça, mais voilà, quand on dit à des ados entre 11 et 15 ans, allez, venez, on est au mois de septembre, il fait moche dehors et on va aller courir. Ouais, ça les fait pas rêver, au premier abord et c'est là la difficulté, en fait, c'est de leur Pourtant, c'est donner l'école de envie de la vie. s'investir. Ouais, c'est l'école de la vie. Nous, on le voit comme ça, eux le voient un peu différemment. Et c'est un peu la difficulté, ouais.
Et c'est valable pour d'autres activités, hein. Quand tu prends la gymnastique pour les garçons, par exemple, pour certains, ça reste une corvée, hein. C'est un peu les stéréotypes, mais voilà, c'est un peu la réalité aussi, quoi. Je fais appel à ton regard d'enseignant sur la course à pied justement et l'athlétisme. Qu'est-ce qui fait selon toi que cette discipline, elle est très tôt l'un des piliers de l'enseignement sportif? Est-ce que c'est son accessibilité? Enfin, voilà, je pense qu'on associe tous nos premiers souvenirs de jeunesse de sport à l'école avec de l'athlé. Est-ce que tu as une idée de pourquoi et des vertus que peut avoir l'athlétisme, plus particulièrement à destination de ces plus jeunes publics? Ouais, alors je pense qu'il y a une part historique, hein, où en fait l'athlétisme a toujours fait partie des activités enseignées. En fait, ça a toujours été dans le PS, et c'est parce que tout simplement au niveau compétition fédérale, c'est un peu un des premiers sports qui a été développé, quoi. Dès les Jeux antiques, en fait, il y avait déjà des activités athlétiques, donc voilà. Pour l'être humain, ça a toujours été facile. Enfin, ça a toujours été facile. Ça a toujours fait partie de lui de courir, lancer, sauter. Enfin voilà, je vulgarise un peu le truc, mais c'est un peu ça. Et du coup, je pense que forcément, le PS s'est appuyé là-dessus pour démarrer ses premières activités quand le PS est apparu. Et après, voilà, il y a ce côté un peu ancestral qui s'est ancré. Et maintenant, je pense que la plupart des établissements dans lesquels les élèves passent et où il y a de la course à pied, et notamment en début d'année, souvent, c'est tout simplement pour une question de facilité de mise en place, en fait, hein. C'est très facile de mettre en place un cycle que nous, on appelle de demi-fond, donc en fait de course à pied, où ça nécessite très peu de matériel, juste un peu d'espace pour courir et pas grand-chose d'autre, quoi. Comparé à d'autres activités où il va falloir énormément de matériel, un gymnase, enfin voilà. La course à pied, c'est vraiment cette facilité de mise en place qui fait qu'à mon avis, c'est voilà les premiers souvenirs pour beaucoup de personnes, quoi. Si on revient plus particulièrement à toi, à quel moment toi tu as découvert la course à pied? Est-ce que ça a été un coup de cœur immédiat au moment où tu t'es frotté et essayé pour la première fois, ou est-ce que ça a été plutôt, pas forcément ta discipline de cœur? On a compris que le badminton jouait un rôle essentiel, mais est-ce que la course à pied elle est arrivée bien après? Ouais, elle est arrivée bien après. Alors j'ai, comme tu disais, hein, découvert la course à pied au collège, hein, comme tout le monde, avec les crosses qu'on a tous connus. Et donc ça a été mes premiers essais en course à pied. Et au premier abord, bon, j'aimais bien le côté cross pour la compétition et les journées avec les copains, mais voilà, j'en ai pas fait une activité principale. J'aimais pas spécialement ça, mis à part passer du temps avec les copains. Et voilà, et le côté compétitif. Donc c'était pas, j'ai pas accroché plus que ça en fait pendant le collège. Au lycée, il y en avait plus, donc j'en ai plus fait en fait. J'ai pas particulièrement couru. Après, je courais un petit peu l'été pour préparer la saison de badminton, et puis voilà, quoi. Mais c'était pas vraiment une grosse passion, et c'était pas non plus plaisant. C'était plus un peu la contrainte il faut se préparer pour la saison de bad qu'autre chose. Donc voilà, les premiers essais de course à pied, c'était un peu ça. Et c'est arrivé le moment où c'est devenu vraiment une passion pour moi est arrivé beaucoup plus tard, en fait, quand j'ai eu fini mes études. Donc il y a pas très longtemps, en fait, il y a, je dirais, 5-6 ans maintenant. Ça devait être en 2015-2016. Et voilà, j'ai commencé vraiment à accrocher la course à pied parce que j'ai arrêté le badminton dû à des soucis de santé. J'ai dû arrêter le badminton parce que c'était plus possible, du moins au niveau auquel je voulais jouer. Et donc il a fallu trouver autre chose pour pas rester à rien faire, parce que ça, c'était pas possible dans ma tête de plus faire du tout une activité physique. Et en fait, j'ai mon meilleur ami qui était à la fac avec moi, Benjamin, qui lui faisait de la course à pied et était pas mauvais, et qui me dit un jour, bah viens, il y a un trail à côté de la maison, viens le faire avec moi, quoi. Et donc ça a commencé comme ça. J'ai été faire le trail avec lui. C'était un 15 km, et bon, bah sans préparation, je t'avoue que je l'ai pas super bien vécu la première fois. Et du coup, voilà, j'ai commencé à accrocher comme ça. Lui, sur ce 15 km, il fait une super place. Il doit terminer premier ou deuxième. Et en fait, il gagne un dossard sur l'Eco-Trail de Paris. Et il me dit, bah Et il t'embarque viens, avec je lui. m'inscris et tu le fais avec moi. Et il me parle du 50 km. Et voilà, donc ça a commencé comme ça, où en gros, on était, je pense, au mois d'octobre, au mois de novembre. Et je me dis, allez, je me lance un défi. Est-ce que je peux faire les 50 km de Paris? Et voilà, donc ça a commencé comme ça, où il a fallu mettre en place une prépa et commencer à s'y prendre un peu plus sérieusement, quoi. Et le virus est arrivé à ce moment-là.
Qu'est-ce que ça t'a révélé, cette dimension compétitive? Ça a mis un peu plus de piment, en fait, dans la pratique. C'était aussi l'espèce de petit surcroît de motivation dont tu avais besoin et d'objectifs, finalement, pour te structurer et te donner le cadre pour embrasser la discipline? Ouais, ça a surtout ouvert un monde finalement que je connaissais pas du tout, celui du trail, où en fait, à part des vidéos de Kylian Jornet sur Internet, j'y connaissais que dalle. Et en fait, voilà, ça m'a mis le pied un peu à l'étrier. J'ai commencé à me pencher un peu sur la discipline, forcément avec un copain, et ça a toujours été un peu moi le moteur de l'activité physique, quoi. J'aime bien le sport, mais j'aime encore plus quand c'est partagé avec des copains et qu'on y passe des bons moments. En fait, j'aime le sport, mais le sport partagé, c'est encore mieux. Et en fait, voilà, ça m'a donné envie de découvrir cette activité qui était un peu inconnue pour moi. Et puis voilà, donc forcément ça a structuré parce que bah, je me suis dit je peux pas me lancer sur un 50 km en allant juste faire 2 sorties de 40 minutes dans la semaine. Ça va pas passer quoi, ça va pas marcher comme ça. J'en ai pas les capacités et voilà, donc forcément ouais, ça a structuré la chose et voilà, je me suis lancé petit à petit, étape par étape et puis ça s'est fait comme ça quoi. Après avoir passé la première ligne d'arrivée, on se rend compte que, on se dit, ouais, c'est sympa, j'ai fait tel chrono, est-ce que je suis capable de faire mieux sur la prochaine? Est-ce que je suis capable de faire quelque chose de différent, peut-être plus dur, peut-être moins dur, mais avec plus de dénivelé, enfin voilà. Des choses différentes et L'autre du coup, option, c'est quand on franchit la ligne d'arrivée et de se dire plus jamais je veux faire ça. Et puis finalement, au bout de 10 minutes, on se dit ouais, ok, c'est quand la prochaine. C'est aussi l'autre scénario, assez ça courant. dure 10 minutes, quoi, ce côté-là, plus jamais je la fais, et puis finalement, après, on se dit, ah, c'était quand même sympa d'arriver au bout de l'objectif et forcément on a envie d'en mettre un autre. Moi je sais que je marche quand même pas mal comme ça et j'ai toujours envie de me fixer des objectifs quoi. Quel est aujourd'hui le format de course sur lequel tu t'accomplis le plus? Est-ce que tu as vraiment un format type? Est-ce que tu prends soin à chaque fois de varier les plaisirs et les typologies d'efforts? Un formatif, je peux pas vraiment dire ça. J'ai pas de, je m'étais pas vraiment, moi je vais un peu anticiper sur la discussion d'après la PTL, mais voilà, je m'étais pas vraiment testé sur des formats longs jusqu'à ça et en fait, voilà, moi, mon format maximum à l'époque c'était 70-80 et du coup, voilà, j'avais pas de format prédéfini. J'étais plus orienté en fait sur des 40, 50. Après, voilà, j'ai aucun problème à aller faire une course de 10, 15 km voilà, avec des copains pour profiter, comme je te disais tout à l'heure, voilà, le partage avec des potes. Et voilà, je m'éclate autant sur un 15, 20 km que sur un 40 ou un 50, voire plus, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de format défini et voilà, je me régale là-dedans, quoi. C'est quoi, selon toi, les ingrédients indispensables d'une course réussie? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait à tout prix pour que tu te régales? Déjà une bonne bande de potes au départ avec qui se marrer et après aussi hein, c'est essentiel pour moi c'est essentiel de la partager avec plusieurs copains et de pouvoir en profiter après. Forcément que la course soit finie parce que bah c'est toujours pas super marrant quand on est une bande de potes et qu'il y en a un qui a dû bâcher pour une raison ou une autre et donc voilà l'ingrédient pas mal c'est une bonne bande de potes et que chacun arrive à finir son truc. Et voilà, après, Peu une importe course le en ligne. chrono. Peu importe le chrono, ouais, c'est vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est d'aller au bout de soi-même, quoi, en fait. C'est pas de faire mieux que les autres, mais être capable de faire son truc et peu importe le temps qu'on mettra, tant qu'on arrivera à passer la ligne. Alors, je dirais pas coûte que coûte, parce qu'il faut pas se mettre en danger non plus, mais voilà, juste passer la ligne et peu importe le chrono, quoi, c'est déjà super. Et voilà, quand on est plusieurs copains à partager ça, je trouve ça toujours génial. Être accueilli par des potes ou accueillir des potes sur une ligne d'arrivée, c'est souvent un super moment de partage et ça reste des souvenirs inoubliables. Vous faites des troisièmes mi-temps mémorables? Ouais, il y en a eu quelques-unes qui restent dans les annales quand même et qui restent des super souvenirs. Donc voilà, c'est quand même super cool. Après, forcément, une course de montagne, hein, c'est toujours plus sympa qu'une course un peu monotone qu'on peut croiser par chez nous. Mais voilà.
Petite pause autodiagnostic classique de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler des sphères dans lesquelles tu penses que tu te débrouilles plutôt bien et puis les zones qui sont un peu plus complexes pour toi, enfin physiquement et mentalement? Est-ce qu'il y a des sphères d'amélioration que tu vois? Et puis si oui, est-ce que tu travailles pour les améliorer ou est-ce que tu rechignes à le faire? J'aime bien commencer par ce qui est le plus compliqué pour moi et j'ai envie de dire que le côté hydratation, alimentation en course, pour moi, c'est un peu un calvaire. J'essaye d'y bosser, Parce mais il que y a tu sais pas peut-être... faire ou t'as pas les clés ou parce que t'as pas envie dans l'effort ou tu penses pas? Ouais, il y a un peu de tout en fait. J'y pense pas forcément. Je m'y prends un peu n'importe comment. Et j'ai envie que ça s'arrête parce que des fois c'est vraiment un calvaire. Mais c'est super compliqué à gérer en fait parce qu'il y a forcément une partie qui se gère en amont de la course, donc au quotidien. Et j'aime bien faire la fête et profiter de la vie, donc c'est pas toujours super compatible. Voilà, il y a des gens pour qui ça passe très bien et moi malheureusement je fais partie de ceux qui doivent avoir une fragilité à ce niveau-là et donc c'est pas simple à gérer. Et puis pendant la course, ouais, j'y pense pas forcément, j'ai pas forcément les clés. Voilà, j'essaye de travailler là-dessus, mais je trouve qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte autour de l'hydratation et de l'alimentation et j'ai pas toutes les clés encore donc j'y bosse, mais je pense qu'il y a beaucoup de boulot encore là-dessus pour moi, j'en suis conscient. Donc si Et on a un voilà. petit serrurier de l'hydratation et de la nutrition qui puisse te donner les clés en tout cas pour y arriver. Ouais, qui peut. J'y bosse, hein, j'ai des copains qui s'y connaissent pas trop mal, qui touchent un peu et qui essayent de m'aider, mais c'est dur T'as de pas envie, dis-le. reproduire. Non, franchement, j'aimerais bien, hein. J'en rêve de faire une course où j'ai aucun souci, mais c'est dur de reproduire en fait l'effort que tu vas mettre sur une course de 4-5 heures en entraînement. Et Donc puis il y a voilà, jamais de course pareille de toute façon. ouais, voilà. C'est jamais les mêmes schémas rigoureusement. Donc c'est un peu chaud à ce niveau-là. Et par contre, là où je pense que je suis plutôt pas mal, et ça depuis le début, c'est que j'ai un peu du mal à lâcher le morceau. C'est-à-dire que quand je m'engage sur un truc, ça m'est déjà arrivé d'abandonner des courses, hein, forcément, mais quand j'abandonne, c'est vraiment que j'y suis plus et que c'est pas, et c'est vraiment que j'ai été au bout du truc, quoi. C'est pas, j'abandonne rarement par simple confort, donc voilà, c'est vraiment ce côté ne rien lâcher et être coûte que coûte, tout donner, quoi, ne rien regretter. Dernière question de cette introduction, Tristan. Est-ce que tu pourrais partager avec nous le meilleur conseil que tu aies reçu ou que tu aies appris au fil de ton parcours sportif? Ouais, le meilleur conseil que j'ai reçu au cours de mon meilleur sportif, ouais, elle est pas facile cette question-là. C'est une première, tu vois, ça tombe sur toi. Ouais, euh, pff, ouais, j'ai eu un Ou toi, entraîneur de peut-être des base. choses que toi tu veux transmettre peut-être aux enfants que tu encadres dans le cadre de ton job de prof de PS. Est-ce qu'il y a je sais pas, en tout cas, Ouais, à défaut d'un message, des valeurs, des choses qui sont essentielles pour toi et un conseil fondamental? Ouais, bah j'ai un message d'un entraîneur de bat qui me disait toujours que voilà, ça restait que du sport et que même si on voulait toujours faire au maximum, il fallait pas non plus trop se prendre la tête et qu'on était là surtout pour prendre du plaisir, en l'occurrence sur le terrain, donc qu'il fallait que ça servait pas à grand chose de à tout prix se prendre la tête au quotidien avec ça, donc il fallait surtout profiter du truc et vivre le moment et après on verra ce que ça donne, quoi. Et plus spécifiquement sur la course à pied et le message que je donnerais à mes élèves, moi, c'est un message qu'un pote là avec qui j'ai fait la PTL, en l'occurrence Jean, qui est un super pote et qui m'a souvent dit, ouais, tu sais, sur une course, il y a forcément un moment où ça ira pas et il faut l'accepter et il faut se dire que ça ira forcément mieux après. Et je trouve que en message pour les élèves, c'est pas mal parce que même dans la vie, il y a forcément des moments où ça ira pas et faut pas s'arrêter sur ces moments-là et se dire que bah, ça ira mieux plus tard. Et voilà, s'il y a des hauts, il y a des bas, il faut faire avec. Et je pense qu'en course à pied, c'est un peu la même chose. Voilà, quand on s'engage sur une course, il y aura forcément un moment où ce sera moins bien et il va falloir l'accepter et continuer d'avancer pour le meilleur après, quoi. La résilience au cœur de cette Ouais, voilà. pratique, plus Ne rien particulièrement. lâcher, ouais. Merci beaucoup, Tristan, pour ces premiers échanges. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans un premier temps, ce qui est pour toi un jour parfait? Alors, pour moi, un jour parfait, c'est assez simple, hein. C'est un jour où on n'est pas stressé par le temps qu'on a devant nous, en fait. Ce serait un peu le jour sans fin, en fait.
où on n'est pas dans le tumulte de la vie quotidienne, où c'est un peu le métro boulot dodo, où faut faire ci, faut faire ça à telle heure, faut être là à tel endroit. Donc voilà, la journée parfaite, c'est la journée où on prend le temps de se lever, on profite en l'occurrence en famille d'un bon petit déjeuner tous ensemble, on prend le temps de discuter à table. On enregistre un petit podcast course épique, Voilà, tranquillement. c'est ça. On se dit pas, voilà, à telle heure, faut que j'ai fini telle chose et que j'aille faire ça derrière. Voilà, je prends mon temps, je déjeune en famille, si j'ai le temps. Enfin, je prends le temps d'aller faire un footing, une course, sans me dire, faut que je sois rentré à telle heure. Je pars sans regarder où je vais et peu importe le temps que ça me prendra. Et voilà, juste la journée où tu as le temps de prendre le temps, en fait, de profiter des choses simples et notamment de la famille, quoi. Deuxième question, c'est le basket chinoise. Qu'est-ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées? C'est un joli cas de conscience. Ouais, c'est sympa ça comme objectif, comme perspective de se dire j'ai pas de soucis à ce niveau-là et je me pose pas de questions. Écoute, c'est assez marrant parce que c'est des choses autour desquelles on discute souvent. On se dit tiens qu'est-ce que je ferais si vendredi soir je gagnais à l'euro million là. Franchement je pense que moi je continuerai de bosser parce que j'aime quand même mon métier, j'adore ça et puis j'ai la chance dans ce métier d'avoir les vacances scolaires donc j'en profiterai justement de continuer de bosser et j'en profiterai par contre à fond pendant les vacances scolaires pour voyager notamment et aller un peu explorer les quatre coins du monde et voir des choses et essayer de voir un maximum de choses dans une vie et de se créer des souvenirs et de créer des souvenirs notamment aux enfants qui garderont toute leur vie quoi. Leur permettre de voir de voir des choses en vrai et pas seulement derrière des écrans et derrière la télé quoi. C'est combien là la cagnotte vendredi prochain? T'as regardé? Non, j'ai pas regardé du tout. On joue pas C'est pas un vraiment. vendredi 13, donc Ouais, c'est pas les plus gros jackpots. on en rêve beaucoup, mais on n'est pas vraiment joueur. Donc, à chaque fois, on voit passer les montants. On se dit, ouais, ça serait dingue de gagner ça, mais. Est-ce que tu as plus de chances de gagner l'UTMB ou de gagner à l'euro million, tu penses? Franchement, je crois que j'ai aucune chance sur les deux, donc ça va être compliqué. Mais ouais, je pense plus à l'euro million quand même. Troisième et dernière question, c'est le basket chinoise. Est-ce qu'il y a une erreur ou un imprévu de la vie qui t'a fait particulièrement avancer, qui a été un marqueur fort? Ouais, j'ai eu l'année où je passais la première année où j'ai passé le concours pour être enseignant de PS. En fait, bon, pour dégrossir un peu le concours d'enseignant, il y a deux écrits à passer en fait courant avril. Enfin moi, à mon époque, c'était comme ça. Il y avait deux écrits à passer courant avril et après on partait plus tard au mois de juin pour passer des oraux et des pratiques sportives. Et donc là, on était au mois d'avril à la période des écrits. Alors, j'avais pas énormément bossé cette année. J'y étais allé un peu en touriste. Hein. Je reconnais maintenant que voilà, j'avais pas donné le maximum pour avoir ce concours. Et en fait, la nuit avant les écrits, je me réveille en pleine nuit et je me retrouve complètement bloqué dans mon lit parce que j'ai deux hernies discales qui se déclenchent en pleine nuit et je me retrouve complètement allongé sur mon lit à plus pouvoir bouger. Et donc en gros, il est 2 heures du matin et je dois me lever à 7 heures pour aller faire mes écrits. Et à ce moment-là, je me dis, oh la vache, quoi, comment je vais faire? Parce que clairement, je veux passer un concours pour être prof de PS et je suis même pas capable de me lever de mon lit. Et donc ça va être super chaud, quoi. Donc la nuit se passe, quoi. J'arrive enfin à me lever après une rude bataille juste pour sortir du lit. Et donc je vais au concours et bon je me rate complètement, hein, forcément après la nuit blanche et l'année où j'ai pas été très sérieux. Et voilà, et donc ça a été un peu l'imprévu du dos qui fait des siennes et en fait c'est vrai que ça peut basculer les choses parce que jusqu'à maintenant jusqu'à ce moment-là j'avais fait mes études sans vraiment écouter mon corps. J'étais étudiant quoi, donc je profitais bien et quand j'avais mal quelque part, je continuais de faire du sport sans vraiment me poser de questions. En fait, je me disais ouais, j'ai mal, mais ça va passer. Et j'avais pas de suivi médical. Enfin, je faisais aucun suivi médical, je faisais rien. Et donc là, avec ces deux hernies qui se déclenchent, il a fallu quand même savoir d'où ça venait. Donc j'ai enchaîné toute une batterie d'examens. Il a fallu se reposer pendant plusieurs mois. Donc il a fallu déjà accepter ne pas faire de sport pendant plusieurs mois. Et ça a été un peu compliqué au début. Et du coup, voilà, on était au mois d'avril et je me suis un peu mis au vert, comme on dit, pendant tout l'été et jusqu'au mois de septembre. Et ça m'a un peu fait basculer parce que quand je suis arrivé au mois de septembre, du coup, déjà, je suis arrivé dans un autre optique. J'y suis allé un peu plus sérieux, déjà beaucoup plus sérieux même.
et un peu le couteau entre les dents en se disant, bah voilà, l'an dernier, tu t'es un peu raté, t'as un peu fait n'importe quoi, cette année, t'as pas le droit de faire la même chose et il va falloir y aller, quoi. Et de manière générale, des imprévus dans la vie, je pense qu'on en a tous, des erreurs, on en fait tous et je pense que l'essentiel, c'est quand même d'être capable de se dire, bah voilà, c'est fait et en soi, c'est pas forcément grave, mais il faut que j'en sorte plus grand après. Et voilà, c'est un peu ce que j'essaye de faire au quotidien et que ce soit un prévu ou que ce soit une erreur. Ça devient un apprentissage, un enseignement. Ouais, voilà. À chaque fois, j'essaye d'en tirer des leçons et de faire mieux dans le futur, quoi. Merci beaucoup Tristan. On va maintenant parler de ta course épique, la PTL. Je vais en planter rapidement le décor en quelques mots. Donc la PTL, c'est l'acronyme de la petite trotte à Léon, qui est l'une des épreuves qui est proposée dans le cadre de l'UTMB. Son concept original la distingue des autres courses. L'esprit de la PTL, il repose sur l'engagement mental, l'esprit d'équipe et d'aventure, ainsi que sur des valeurs sportives et celles de la montagne. À l'origine de ce nom, je ne sais pas si tu le sais, la plaisanterie d'un boulanger prénommé Léon, qui est par ailleurs spécialiste de la tarte aux myrtilles, ça je suis sûr que tu le savais, qui aurait imaginé le parcours de cette course qui est tout sauf une petite trotte. C'est un petit peu mensonger dans l'appellation. Et cette épreuve d'ultra-endurance pédestre emmène les concurrents sur un grand tour du Mont Blanc de 300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif, parcourant des hautes routes sans balisage, ce qui nécessite évidemment un très bon sens de l'orientation sur et hors sentier. Chaque année, le parcours diffère. Ça, je l'ai appris en préparant l'émission, je ne savais pas. Ouais, c'est ça. Et permet de découvrir la richesse et la diversité des chemins français, italiens et suisses du massif du Mont Blanc. La PTL, elle peut se réaliser en équipe de 2 ou de 3, indissociable et solidaire. On va le comprendre et l'entendre avec ton récit. C'est fondamental pour espérer aller au bout de cette grande épreuve délicate. Et il n'y a pas de classement final. Les équipes, elles évoluent dans un milieu montagnard qui est rude et exigeant et qui nécessite un niveau technique, physique et mental certain. Au regard des difficultés inhérentes à cette épreuve, les candidatures sont sélectionnées sur un dossier d'expérience qui est présenté pour chaque équipe constituée. Pour sa 13e édition, qui est celle qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, le départ de la PTL était donné le lundi 23 août 2021 à 8h, depuis la place du Triangle de l'Amitié de Chamonix, un grand classique pour les départs des courses UTMB. Les arrivées sont également jugées sur cette même place et elles peuvent avoir lieu jusqu'au dimanche 29 août à 16h30, soit un temps maximum imparti de 152 heures et 30 minutes. Donc chacun va faire son petit calcul, mais je peux vous le dire, globalement, on parle d'une barrière horaire qui fait en tout 6 jours, 8 heures et 30 minutes. C'est assez spectaculaire et un peu étourdissant, un peu flippant aussi, je sais pas trop, c'est un peu un mélange de tout ça. Voilà pour cette présentation de la PTL. On va maintenant passer à la question qui pique, traditionnelle question à ce moment-là du podcast. Est-ce que tu es prêt pour la question qui pique ? Ouais, je suis prêt. Je suis pas sûr que tu restes un copain à ce moment-là, mais on va faire avec. On va écourter l'émission à l'issue de la question qui pique, ce serait une première. Ouais, clairement. Alors PTL, c'est l'acronyme de la petite trotte à Léon, ça je l'ai dit, mais c'est aussi l'acronyme de protéines de transfert de lipides, un groupe de protéines qui est produite par les animaux, les végétaux et certains micro-organismes pathogènes. Eh bien, figure-toi que ma question qui pique ne va pas du tout porter sur ces sujets-là, et heureusement, mais plutôt sur le film Léon de Luc Besson qui est sorti en 1994 avec Jean Reno dans le rôle titre et puis les patentes Nathalie Portman, déjà fabuleuse. J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle, à moins que tu sois très calé en micro-organismes pathogènes. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, t'as vu le film ? Je l'ai vu quelques fois, mais ouais, je sais pas. Je l'ai vu il y a un petit moment maintenant, et je pense que je vais me faire coller sur cette question. Ah, tu vas y arriver au talent. Je suis confiant. Tu vas être finisher. Première question de ce vrai-faux. Nathalie Portman, qui trouve dans Léon donc son premier rôle au cinéma à l'âge de 12 ans, a survolé haut la main le casting après avoir été choisie parmi 2000 candidates. Elle a cependant eu un souci majeur sur le tournage, à savoir son incapacité à pleurer sur commande. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi ? Ouais, je pense que c'est vrai. Il me semble que dans mes souvenirs, je crois avoir déjà vu qu'elle n'avait pas très bien vécu ce tournage, et donc je pense que c'est vrai, ouais. Ouais, alors effectivement c'est vrai. Alors elle n'a pas vécu ce tournage effectivement, notamment pour ce point-là. Il y a des choses un peu ambiguës aussi dans sa relation avec Léon et des scènes qui ont été coupées, qui étaient un peu douteuses sur la typologie de relation qu'il pouvait avoir. Notamment une scène où il lui fait essayer une robe. Enfin voilà, ça a été coupé et éludé parce que c'était pas très approprié. Mais en tout cas, tu as raison, puisque effectivement pour la première scène émouvante du film, lorsque Mathilda trouve sa famille morte, désolé pour le spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu, et puis se rend à la porte de Léon pour demander de l'aide, elle n'a pas pu produire les larmes nécessaires. Et donc Luc Besson a résolu le problème en demandant à un membre de l'équipe de valoriser de l'huile de menthe dans ses yeux. Donc on imagine à peu près comme ça doit pouvoir arracher. Ouais, ça va être sympa, ouais. Donc elle a déclaré que c'était tellement douloureux qu'à partir de ce moment-là, elle n'avait plus eu aucun mal à pleurer de vraies larmes sur commande, juste pour éviter d'avoir à nouveau à être confrontée et soumise à l'huile de menthe. 1 sur 1, ça commence bien. Première base vie, on est OK. On n'arrête pas là ? Non, ce serait trop facile. C'est là où il faut aller. Résilience, va chercher là au plus profond de toi. Deuxième question de ce vrai-faux. Lors d'une scène de tournage en extérieur, un homme qui était alors dans la rue et qui n'avait pas la conscience tranquille, visiblement, s'est rendu à des figurants du film qui étaient déguisés en policiers.
Ah, ce serait tellement drôle que j'ai envie de dire vrai aussi. Bravo. T'as lu mes questions, c'est ça, hein, tu vois mon écran en même Non, temps je vois rien du tout, mais ouais, je trouve que l'anecdote est tellement forte que ouais, ça vaut le coup que ce Et, soit vrai, et ben franchement. c'est vrai, j'ai du mal à le croire, mais il y a plusieurs sources qui le confirment. Lors d'une scène qui était en extérieur et qui nécessitait de nombreux policiers, il y a un homme qui a surgi d'un commerce qui venait juste de braquer. Et en fait, il s'est retrouvé au milieu de tous ces policiers, il a paniqué et il s'est rendu à l'un des figurants qui était déguisé en policier. Pas mal. Anecdote véridique. C'est énorme. 2 sur 2, on est à une question du Grand Chelem. Troisième et dernière question. Léon, c'est le premier film dans lequel apparaissaient pour la première fois 2 acteurs qui connaîtront une importante notoriété par la suite. Nathalie Portman, on l'a dit, et également Frédéric Diefenthal. Ouais. Vrai ou faux? Oh là là, alors en plus, tu me colles. Alors franchement, ça va être au hasard parce que j'aime beaucoup le cinéma, j'adore regarder les films. Alors les noms d'acteurs, je suis nul de chez nul. Frédéric Et Diefenthal, tu sais, franchement, il joue dans Taxi. C'est un des deux mecs, un des deux ouais, héros de ouais, Taxi. ouais. Moi, je vais dire faux. Je pense qu'il avait fait d'autres trucs avant. C'est un grand chelem, bravo. Effectivement, le deuxième comédien qui a été révélé par le film a bien joué dans Taxi, mais en fait, il s'agit de Sami Nasseri. Donc, contrairement à Nathalie D'accord. Portman, sa participation est ultra limitée. En fait, je pense pas que tu pouvais le voir. Ça l'avait pas vraiment aidé à atteindre un grand niveau de notoriété, puisque dans Léon, il tient un rôle qui est très mineur, celui d'un membre cagoulé du SWAT dans la scène de l'escalier. Donc, avec une cagoule, c'est quand même tout de suite D'accord. un peu moins simple. Donc, on peut imaginer que ça n'a servi à rien dans le développement de sa carrière, le pauvre Sami. Par contre, bravo à toi. 3 bonnes Ouais. réponses. Ouais, un peu de la chance quand même. Un Bah, peu beaucoup. il faut l'avoir. Il y avait une chance sur 8, une chance sur 8 d'avoir 3 bonnes réponses. Bravo. Allez, Merci. on embarque maintenant pour ta course épique qui a dû te trotter dans la tête pour le coup pendant un bon petit moment, cette petite trotte à Léon. Comment est-ce que s'est présentée cette opportunité à toi en fait? Est-ce que c'était à ton initiative ou est-ce que c'est quelque chose, on t'a tendu les bras et on t'a offert la PTL sur un plateau? Toi qui, tu nous le disais, n'avais jamais eu l'occasion de courir plus de 80 km jusqu'à maintenant. Ça fait un sacré bond en avant en termes de distance et d'effort. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est plutôt le truc qu'on m'a tendu sur un plateau et on m'a dit, vas-y, viens, quoi. Et en fait, voilà, moi, je connaissais la PTL de nom parce que, bah, forcément, quand tu te penches un peu dans le trail, enfin, pour moi, quand j'ai commencé un peu à me pencher sur le trail et notamment sur l'UTMB, étant assez curieux, je m'étais un peu renseigné sur le truc et j'avais déjà vu passer cette PTL. Et je me souviens, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est des malades, les mecs. Ils partent une semaine en pleine montagne. Et en gros, ils partent avec, enfin, pas avec rien, mais ils ont rien, quoi. Enfin, ils y vont comme ça, quoi. Et les mecs, ils passent 6 jours là-dedans et ils terminent. Et quand on les voit terminer, on se dit, ouais, franchement, eux, ils sont costauds, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu le seul truc que je connaissais de la PTL. Et quand je l'avais vu, je me suis dit, ouais, c'est quand même un sacré rêve. Et ouais, j'aimerais bien un jour pouvoir y prétendre et avec des potes me lancer là-dessus, quoi. Sauf que bah, quand tu fais le tour, tu te dis avec qui je pars et rien que moi, j'en suis pas capable, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça pour moi la PTL jusque-là. Et arrive Jean et Yann qui sont deux super potes et qui eux sont un peu plus costauds que moi, même beaucoup plus. Et qui discutent entre eux et ont envie de se lancer en gros sur un gros projet pour l'été prochain. Et ils pensent à la PTL. Et ils cherchent un troisième et il se trouve que le troisième, bah, il me propose à moi. Et en fait, la proposition se fait où je suis avec Jean et on se fait une sortie VTT comme on aime bien faire de temps en temps. Et en plein milieu de la sortie, il me dit, bon, bah voilà, écoute, en gros, on a discuté avec Yann et on aimerait bien partir sur un gros truc cet été, genre la PTL, et on a pensé à toi, quoi. Ils t'ont pris dans un moment de faiblesse. T'étais Ouais, fatigué, éprouvé physiquement dans un moment ouais, favorable. T'as pas pu leur dire j'avoue que non. j'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. J'ai dit à Jean, écoute, franchement, c'est beau la PTL, ça fait rêver, mais déjà, est-ce que moi j'en suis capable? Et puis j'avais pour l'UTMB du coup 2021, j'avais un dossard sur l'OCC, donc en fait pour moi l'UTMB j'y allais, mais pour faire l'OCC, donc quand il m'a proposé, je suis un peu tombé des nues en me disant ouais, est-ce que déjà j'ai vraiment ma place pour y aller à côté de deux qui sont vraiment costauds, quoi. Je me sentais pas vraiment à la hauteur à ce moment-là, quoi. Donc c'est assez Donc, ambivalent comme réaction finalement, à la fois la tentation ouais, c'est d'aller te exactement frotter au ça, ouais. challenge et puis le fait d'être un peu tétanisé par l'ampleur d'une telle tâche et C'est pas forcément de exactement sentir à la ça. hauteur sur le papier en tout cas. Au début, on a forcément envie d'y aller en se disant ah, c'est génial, j'aurais pas deux chances comme ça dans ma vie de faire cette PTL, donc j'y vais, je me pose pas de questions. Et puis après, quand on réfléchit 3 minutes, on se dirait quand même, c'est un sacré chantier le bazar là. Et si je pars, est-ce que déjà je vais y aller? Est-ce que je vais être capable de le faire?
Voilà, donc on Est-ce qu'il y avait réfléchit un un peu. sujet d'être à la hauteur aussi de tes camarades? Enfin, tu vois, de pas être la personne qui freine la dynamique du groupe? Je voulais pas y aller être le boulet. Alors je pense que je l'ai forcément été un petit peu, hein, parce que sur un tel truc, on l'est tous un peu à notre tour et je pense que je l'ai été. Mais voilà, je voulais pas y aller en me disant ah ils vont me traîner pendant 6 jours et ça va être un enfer pour eux. Ouais, beaucoup de questions autour de ça avant de dire oui. Et puis bah, forcément, il a fallu aussi en parler à la maison et à ma compagne Émilie. Parce que bah c'est pas une décision qui se prend tout seul, hein, ça engendre plein de choses derrière. Donc voilà, pris un peu de temps pour réfléchir, on en a rediscuté et voilà. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre? L'opportunité en fait, c'était le côté voilà, ils sont un peu plus âgés que moi, hein, Jean et Yann, et je me suis dit voilà, si je dis pas oui aujourd'hui, quand est-ce que j'aurai la chance de pouvoir y retourner, avec qui je pourrais y retourner et dans combien de temps. Voilà, je me suis dit c'est peut-être la seule chance d'une Maintenant ou vie, jamais. ouais voilà, c'était un peu ça donc je me suis dit allez j'y vais et j'essaye de mettre un maximum de choses en œuvre pour que ça se passe bien quoi. Est-ce que tu peux nous parler de vos 3 profils et de vos zones de complémentarité? Comment est-ce que les uns les autres, vous arrivez à couvrir à peu près toutes les sphères qui sont attendues pour pouvoir espérer mener à bien une telle aventure? Alors pour dégrossir la chose, on va dire simple, hein, les deux profils, Jean et Yann, chacun finisher UTMB et moi derrière et mes 70 km. Voilà, ça donne un peu l'image du trio déjà. Après, voilà, les Sur la connaissance de profils. la montagne? Ouais, sur la connaissance de la montagne, Jean est plutôt assez costaud là-dessus. Il est touche à tout en montagne, il maîtrise un peu tout. Yann vit là-bas, donc forcément ça aide. Et moi, en termes de montagne, bah, j'ai pas une grosse expérience, mais voilà, j'ai déjà passé plusieurs temps en montagne. J'avais déjà fait un tour du Mont Blanc en autonomie. Je fais un peu de via ferrata, un petit peu d'escalade, voilà. C'est pas un milieu qui m'est complètement inconnu. Je suis pas un grand montagnard non plus, mais voilà, c'était pas non plus inconnu. Voilà, c'était un peu pour ça aussi qu'ils avaient pensé à moi parce que j'étais pas non plus, je partais pas de zéro en termes de montagne, donc voilà. Et puis par contre, voilà, eux sont deux profils avec plusieurs ultras à leur actif et moi un peu plus en retrait derrière. Après, notamment avec Jean, on se connaissait bien parce qu'on avait fait comment pas mal de raids ensemble et lui voyait déjà la capacité que je pouvais avoir à tenir dans la durée de l'effort sur les raids. Donc voilà pourquoi ils ont pensé à moi. Et donc après, bah, ça s'est bien fait. On se complétait pas mal au niveau de nos profils, quoi. Il y a une procédure d'inscription qui nécessite en tout cas que le dossier soit étudié avec minutie au regard de l'exigence de la course et puis des compétences, notamment en montagne, qui sont requises. Vous passez outre, enfin vous passez pas outre, mais en tout cas vous passez à travers cette première phase de sélection. Et donc en janvier, tu as la confirmation que votre équipe est retenue. Qu'est-ce qui se passe alors dans ton esprit? Est-ce qu'il y a un moment de panique ou est-ce que c'est tout de suite en mode on se retrousse les manches et puis là on rentre dans le dur de la prépa, ou peut-être que tu l'avais même anticipé avant d'avoir la confirmation que votre équipe était retenue pour la PTL? Alors il y a pas un moment de panique, il y a un moment je suis super content parce qu'en fait moi dans ma tête j'étais encore dans l'optique on est trois sur le papier, forcément le dossier, le CV envoyé, bah il y a les trois qui apparaissent et je me suis dit leurs gars à un moment donné ils vont ouvrir les yeux, ils vont se dire c'est pas possible. Il y a deux mecs qui sont super forts et il y a un troisième, on sait pas ce qu'il fait là. On peut pas les prendre dans cet état-là, c'est pas possible. Dans l'état actuel des choses, on peut pas les prendre, c'est pas possible. Et j'ai plusieurs copains, et notamment la femme de Jean, Marilyn, qui disait ah si vous serez pris les gars avec deux finishers UTMB, c'est pas possible, vous serez pris. Et en effet, la réponse tombe et on est pris. Alors après, je pense que la période post-Covid a fait qu'il y avait moins de dossiers, moins de monde, moins de tout ça. On a eu un peu cette chance-là de pouvoir être pris. Mais je pense, elle est persuadée qu'on aurait été pris quoi qu'il arrive. Voilà, quand le résultat tombe, forcément, on est super content de pouvoir faire partie de l'aventure. Et ouais, tout de suite, on se retrousse les manches. Et alors, j'avais pas démarré la prépa en amont parce qu'en plus, c'était la période hivernale et c'est pas ma période préférée pour sortir. Du coup, voilà, là, on se retrousse les manches à ce moment-là et voilà, il y a encore le Covid qui nous pend un peu au nez, hein, qui est encore en arrière-plan. Donc c'est un peu difficile de se projeter sur les courses parce qu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé encore. Mais voilà, on démarre tranquillement
la préparation et notamment la préparation matérielle parce que ça demande quand même pas mal de choses et moi je pars un peu de zéro aussi à ce niveau-là, quoi. Comment est-ce qu'elle s'est structurée, ta préparation? Tu as été accompagné ou guidé par tes partenaires qui sont un peu plus expérimentés? Est-ce que tu l'as fait à ta façon? J'ai fait un petit peu à ma façon et quand même un peu pas mal guidé par les copains, hein, qui ils connaissent qui savent un peu plus comment appréhender ce genre d'effort, enfin qui savent un peu plus. Comme ils me disent, hein, à chaque fois, personne n'était prêt à ce truc-là en fait, hein. Entre un ultra et une PTL, il y a c'est pas la même chose, c'est vraiment deux profils différents. Comme tout le monde dit, la PTL c'est pas une course, hein, c'est vraiment une aventure. Donc voilà, en termes de prépa, je savais qu'il fallait faire des kilomètres, faire un maximum de D+, fallait endurcir un peu le corps, comme on dit. Et voilà, habitant en Picardie, dans le nord de la France, pour trouver du D+, je te laisse imaginer, c'est pas super simple. Donc moi, j'étais parti sur le côté faire des bornes et cumuler les kilomètres. Donc voilà, la prépa se fait un peu comme ça. Jean m'oriente pas mal sur un peu des séances types, sur un peu quoi faire. Et on décide avec Jean pour se préparer, étant ni montagnard ni l'un ni l'autre, se faire un raid à deux, un raid, ce qu'ils appellent un raid d'orientation, le bivouac qui a lieu au mois de juin en fait, où bah, le concept c'est tu pars à deux, tu finis à deux et c'est en totale orientation. Il y a des balises à récupérer, c'est sous forme de course d'orientation. Et tu pars en autonomie, donc tu dois trimballer ton matériel de bivouac, ta nourriture, tout ça, la flotte. Il n'y a pas de ravitaillement à part le soir. Et du coup, voilà, on part là-dessus à deux et ça nous met déjà, comme on dit, une bonne petite claque derrière la tête sur ce qui nous attend, quoi. C'est quoi ton type de caractère face à ce genre de projet d'envergure? Est-ce que tu es plutôt déterminé, très constant dans tes convictions, ou est-ce que tu es empreint de doute? Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines accessible et réalisable, ce projet-là? Est-ce que dans ta tête, vous allez nécessairement y arriver, ou il y a beaucoup, beaucoup de doutes sur, notamment toi, tes propres capacités à réaliser ça? Alors, il y a un peu des deux, hein. Je suis quand même ultra déterminé sur j'y vais et j'y vais pour le faire parce que bah voilà, si j'y vais pas juste pour faire de la figuration, si j'y vais, c'est parce que je veux aller au bout et je veux me montrer à moi-même que j'en suis capable. Et il y a ce côté aussi où il y a énormément de doutes et alors ça fait un peu bizarre, mais je suis persuadé qu'en fait avoir des doutes, ça permet forcément de progresser parce que c'est une perpétuelle remise en question sur est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je peux pas faire mieux, est-ce que je peux pas m'améliorer sur ce point-là. Et donc ouais, il y a forcément des doutes parce que déjà on part sur quelque chose qui est complètement inconnu. Je crois que le parcours, on le connaît nous. Si mes souvenirs sont bons, on a dû le connaître 1 mois et demi ou 2 mois avant le départ, même pas. Donc toute la période de prépa, tu te prépares, mais tu connais juste la distance et plus ou moins le dénivelé que tu vas avoir. Mais voilà, tu connais pas le parcours, tu sais pas où ça va passer. Donc il y a des gros doutes là-dessus. Le matériel, c'est pareil, la liste, elle est juste énorme et clairement, tu te dis, bah, je vais prendre telle ou telle chose, mais en plus du matériel obligatoire, mais est-ce que ça va vraiment me servir et est-ce que je vais pas porter un truc qui va me servir à rien et du coup bah, c'est du poids inutile que tu transportes parce que finalement mis bout à bout le sac il approche entre 8 et 10 kilos quoi, donc selon les moments de la journée, mais voilà, donc tout ça forcément ça crée des doutes et pour autant tout au long de la prépa j'y vais en me disant ouais voilà, tu te lances sur le truc et t'y vas, c'est pour le défoncer le bazar quoi, c'est pas pour le subir et t'y vas, c'est pour te faire plaisir et tout donner et passer cette ligne d'arrivée quoi. On fait un petit saut dans le temps jusqu'au dimanche 22 août 2021 au soir, avec ce moment important et symbolique du retrait d'Ossard, qui est en fait ta première confrontation à la réalité de la course. Est-ce que tu as le souvenir d'un moment qui a été intimidant? Est-ce qu'il y a des choses dont tu prends conscience et qui se révèlent alors à ce moment-là à toi, au contact de la réalité et de ces premiers instants en amont de la PTL, mais qui sont déjà constitutifs de ce que sera cette aventure? Ouais, tout à fait. Il y a le retrait des dossards où là, ça reste un moment, on rigole, on est tous les trois pour retirer nos dossards. Donc, déjà, c'est vraiment ce côté équipe, quoi. Tu vas chercher le dossard, tu vas à trois, tu vas pas tout seul comme les autres courses qu'on fait d'habitude. Là, tu vas à trois et tu prends ton dossard à trois. Donc, ça, c'est voilà, ce côté un peu sympa. On commence un peu à déconner sur les gars qui sont là aussi à récupérer leur dossard. On voit des mecs qui arrivent avec des sacs Swiss Peak 360, enfin que des trucs comme ça. Et là, moi, je commence clairement à me dire
qu'est-ce que je fous là, quoi. Tous les mecs qui sont là, ils ont déjà une expérience longue comme le bras, et moi finalement, j'ai même pas le petit doigt, quoi. Donc c'est super chaud mon profil, et voilà, je commence à prendre une petite claque, et juste après le retrait des dossards, en fait, on enchaîne avec un briefing de course qui dure une petite heure, 1 heure et demie, je crois, de tête, et où là, clairement, c'est un peu le coup de grâce, quoi. Je savais que je partais sur un truc dur, et en fait, je pars un truc sur super dur. C'est Ça fait le monter en tension ce briefing? Ouais, ça me fait monter en tension. En fait, il y a le créateur du parcours qui est là, et en fait, comme tu disais, voilà, c'est un parcours qui change tous les ans. Et cette année, l'an dernier, on part d'Orsières, et en fait, on arrive à Chamonix. Et en fait, il nous présente le parcours, et clairement, quand il présente le parcours, je rigole, mais je rigole de tension parce que je suis un peu nerveux. En fait, il présente le truc et il dit bon bah là, vous allez passer dans des pierres, machin et tout, mais en gros, vous inquiétez pas, c'est facile. Et tout le briefing, il nous dit c'est facile, c'est facile, c'est facile. Et à un moment donné, il nous dit bon là, il y a ça, c'est un peu compliqué, mais ça va le faire, c'est facile. Par contre, si tu tombes, t'es mort. et en gros, Une moi à vision ce de la moment-là, facilité. voilà, moi j'explose de rire, et je me dis mais dans quoi je me suis embarqué? Et voilà, donc ce briefing, il reste, nous on en rigole encore, et à chaque fois qu'on fait un truc, on se dit ouais, t'inquiète, de toute façon c'est facile, ça va le faire, quoi. Et ça a été vraiment la phrase du briefing, et le gars, c'est, enfin pour moi, il était trop fort, ce gars. Franchement, il nous a créé un parcours qui était génial, et il a une vision de la vie et de la montagne qui est ouais. Franchement, si je pouvais repasser du temps avec ce mec-là, je le ferais parce qu'il m'a vraiment inspiré, quoi. La soirée qui suit ce briefing, tu la consacres au dernier préparatif. Je pense que c'est un moment qui est assez long puisque la liste de matériel est longue comme le bras pour le coup. Est-ce que tu arrives à trouver à peu près le sommeil ou tu as le cerveau qui est en ébullition? Ah, je suis clairement en ébullition. On fait les sacs, et en fait, on est dans le même logement avec Jean, et on fait nos sacs ensemble, et on dit allez, on va se coucher. Et lui, il va dans sa chambre, il va se coucher. Et moi, je suis dans ma chambre, je suis dans mon coin avec mon sac. Et en fait, je vais pas me coucher. Je retourne mon sac dans tous les sens. Je vérifie que j'ai rien oublié. Une fois que j'ai refait ça une deuxième fois, je vais enfin me coucher. Et même là, je tourne. Et à un moment donné, je reçois un message de Jean qui me dit vas-y, c'est bon, arrête et va te coucher, quoi. Il faut dormir, on se lève dans 4 heures. Et là, c'est l'explosion de rire parce que je me dis putain, mais je suis débile, en fait. J'arrive pas à me poser, j'arrive pas à calmer le truc. Et finalement, je pars sur un truc où je vais peut-être pas dormir de la semaine, et même là, je suis pas foutu de dormir. Mais Donc c'est pas voilà, grave ouais, parce que la course est facile. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, c'est facile. Et donc voilà, le cerveau est clairement en ébullition, et ébullition, un peu de tension et d'excitation en même temps, parce que finalement la période d'avant-course a été finalement de janvier à août, c'est très court, et en même temps c'est super long, donc ouais, je suis plus qu'impatient de démarrer, ouais. On est le lendemain matin. Est-ce que tu peux nous parler du départ à Orsières? Quelle est l'ambiance et puis toi, dans quelle disposition psychologique tu es à quelques instants du départ? L'ambiance au départ, franchement, ça reste super sympa, en fait. On est, euh, on est sur une course où on est à peine, on doit être, je sais plus, 200 ou 300 au départ. Donc, pour un événement comme l'UTMB, en fait, ça reste vraiment un petit format de course, quoi. On n'est pas nombreux, et tu sens qu'il y a beaucoup de mecs qui se connaissent déjà, et il y a vraiment une ambiance, ouais, que je trouve hyper chaleureuse, hyper solidaire, où tu sens qu'on part tous sur la même galère et qu'on est tous dans le même bateau, et voilà. Et ce côté course, il est pas là, il est pas du tout présent à ce moment-là, en fait. Il y a vraiment ce côté, on part à l'aventure tous ensemble, et on va y arriver, quoi. Donc, j'adore ce côté hyper chaleureux au départ. Au départ, on est accompagné en plus par Marilyn, qui est la femme de Jean et leurs enfants, là, Alex et Emma, et donc voilà, on partage les derniers moments tous ensemble. Moi, je me décide à appeler à la maison, puisque j'ai ma compagne et les enfants qui sont restés à la maison, qui n'ont pas pu venir. Les enfants étant en bas âge, c'était un peu compliqué de faire un suivi sur une semaine pour eux. Donc ils sont restés à la maison, et je me décide à les appeler un peu juste avant le départ, parce que finalement, je sais quand je pars, mais je sais pas quand est-ce que je pourrais leur donner des nouvelles. Et clairement, voilà, il y a une petite vague d'émotions qui monte à ce moment-là. Et ouais, ça remet un peu les choses à sa place, et on sait que c'est une belle aventure, mais ça reste une aventure qu'on partage, quoi. C'est pas un truc qu'on vit seul, et c'est vraiment le côté sympa, quoi.
Ça y est, le départ est donné, la course elle ne démarre pas idéalement. Tu rencontres dès les premiers kilomètres d'importantes contrariétés physiques. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'arrive et puis comment tu gères ça psychologiquement? Est-ce que ça vient semer d'emblée le doute sur la suite? Ouais, clairement, direct, ça me met le gros doute. Je me dis, ouais, bah voilà, en fait, tout ce que tu pensais depuis le début, c'est en train d'arriver. T'es pas fait pour être là et c'est pas pour toi. Et en fait, ouais, tout de suite, je me retrouve en gros plié en deux au premier sommet, donc il y a un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Ça fait, je dirais même pas 6 heures qu'on est parti. Je suis complètement plié en deux et là, je me dis, ouais, ça va pas le faire, quoi. Et heureusement, à ce moment-là, voilà, il y a Jean et Yann qui me lâchent pas et qui me persuadent d'avancer coûte que coûte et que voilà, quand on est au plus bas, bah, finalement, derrière, il y aura des moments où ça ira mieux et c'est ce que Jean me rabâche pendant un petit moment et ça finit par passer, quoi, tranquillement. Donc il y a vraiment déjà les bienfaits de l'équipe, quoi, le fait d'être à plusieurs et de se serrer les coudes pour te sortir de cette mauvaise passe inaugurale. C'est ça, ouais. Là, clairement, c'est vraiment le côté équipe, hein. Tout seul à ce moment-là, je sais pas si, enfin, je suis quasi sûr en fait que ce serait pas, que j'en serais pas sorti, quoi, que je serais resté un peu sur place et voilà, là, il y a ce côté équipe. Allez, on avance, quoi, on se lâche pas et on continue parce que bah, c'est que le début et ça va le faire. Tu te sors finalement de cette délicate passe et vous arrivez à 4 heures du matin à un premier gros refuge qui est situé à 55 km du départ. Donc il vous a fallu quand même un certain temps pour faire ces 55 km. Ça démarre de façon assez rude. C'est quoi les premiers constats sur cette première journée, tes premiers apprentissages? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ouais, bah alors là, en effet, c'est ça, on met 20 heures pour faire 55 km et là, clairement, on est dans des standards qu'on n'a pas l'habitude, que personne connaît. Et là, le premier réflexe, c'est quand on voit Marilyn et les enfants qui sont là pour nous suivre, on leur dit ah, c'est un carnage, quoi, c'est un enfer. Ça va être comme ça jusqu'au bout, comment ça va se passer? Et voilà, et là, on commence à bien prendre la mesure du chantier qui est devant nous et que ça va pas être une pure balade, une simple balade comme on connaît en montagne et qu'il va falloir vraiment tout donner pour aller au bout. Et puis du coup, tout de suite, on arrive sur un refuge et clairement, d'habitude sur le refuge, comment tu décompresses un peu, tu penses un peu à autre chose que la course et là finalement, on est obligé de rester à fond dans la course en se disant bah on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps de se poser donc il y a une routine qui s'installe qui est celle de bah on mange un morceau, on se met au sec et on va dormir 1 heure, 2 heures et dès qu'on peut on repart quoi donc on pose pas une demi-journée dans le refuge quoi. Ça, c'est une chose que vous aviez convenue en amont ou est-ce que c'est la réalité de la course qui vous a révélé que c'était souhaitable de dormir 1 heure et demie, 2 heures max par nuit et de passer le moins de temps possible au refuge? Alors, on l'avait un peu convenu avant hein, en se disant que voilà on ferait pas des nuits complètes. On savait pas trop combien de temps on allait pouvoir dormir. Il me semble dans mes souvenirs qu'on était parti sur des 2-3 heures et finalement la course nous rappelle à l'ordre et nous dit que clairement ce sera jamais plus de 2 heures voire 1 heure et demie. Et puis le côté bah ouais on va dormir mais on va pas dormir comme à la maison quoi. On va dormir dans un refuge. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. On a une anecdote super marrante d'un mec où on se pose dans le dortoir et au bout de 5 minutes on commence à s'endormir et il y a un gars qui rentre dans le dortoir et couvre la lumière et la porte en gants et ça nous réveille tous et là on a Jean qui devient fou et qui dit au mec mais va-t'en quoi j'ai envie de dormir j'en peux plus et c'est une explosion de rire à ce moment-là quoi. C'est un Donc, participant ouais. de la course ou c'était quelqu'un qui avait rien à voir? Et on sait pas en fait, il parlait espagnol donc moi j'ai clairement rien compris. Jean a réussi à communiquer avec lui mais on sait même pas, je crois que c'était un coureur mais pareil un coureur qui était complètement déboussolé, qui savait plus où il en était, il devait être crevé comme tout le monde et du coup il a vu une porte avec des lits, il s'est dit je rentre et en fait il y avait plus de place quoi. Vous repartez au petit matin après 1h30 de sommeil. Vous avez fait, j'imagine, une petite bise à votre camarade espagnol avant de partir. Exactement. Comment est-ce que se passe cette deuxième journée? C'est une journée qui marque notamment votre passage vers la Suisse, le passage de la frontière? Ouais, c'est ça, ça marque le passage en Suisse. Le parcours est pas plus facile, mais le profil change un peu. En Suisse, on était vachement dans des pierres et des gros pierriers. Là, ça bascule un peu. Donc un passage assez technique, enfin, c'est une Ouais, au journée début, ouais, globalement. c'était la première journée, c'était vraiment super technique, clairement. C'était que des gros rochers. Fallait réfléchir où on posait les pieds. Et là, ça se calme un peu. C'est un peu plus roulant. On peut toujours pas, enfin, on court toujours pas. Hein, de toute façon, clairement, vu la longueur du parcours, on peut pas courir tout le temps. Donc voilà, on bascule en Italie et pour moi, ça commence à aller mieux. Je commence à me sentir un peu mieux physiquement, en tout cas. Est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières qui sont liées à la navigation? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le parcours de la PTL n'est pas balisé. Est-ce que
C'est un sujet pour vous ou est-ce que globalement vous arrivez à bien tirer votre épingle du jeu sur la partie navigation? Alors c'est un sujet dans le sens où on est 3, donc tu prends aucune décision tout seul, hein, même tu dis pas aux 2 autres c'est par là et taisez-vous, c'est par là, mais bon, je suis sûr de moi, mais vérifiez quand même, et est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Après, de manière générale, je pense qu'on a plutôt bien tiré notre épingle du jeu sur l'orientation. Il y a forcément eu des erreurs parce que entre la fatigue et la lassitude, il y a forcément des erreurs qui se créent. Mais on s'en est sorti plutôt pas mal, et je pense que ça a été un de nos points forts, cette orientation. Alors après, c'est pas de l'orientation pure, hein, c'est de la navigation GPS. Mais voilà, quand tu es au milieu de rien et qu'il n'y a pas de chemin de tracé, faut pas rater son câble. Donc ouais, je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti sur ce point-là. L'autre sujet, c'est la barrière horaire, qui peut paraître très large quand on met ça en journée et en heures, mais la réalité du quotidien, elle est un peu différente. Est-ce que c'est une menace avec laquelle vous composez et qui n'est pas très présente? Vous avez toujours cette pression un peu insidieuse de la barrière horaire ou vous évacuez le sujet? Non, on a toujours la pression de cette barrière horaire. On sait qu'elles sont là, on sait qu'on n'a pas le choix. Euh, il va falloir faire avec, et clairement, ouais, elle est en permanence au-dessus de nos têtes, et c'est pour ça, notamment quand on arrive sur les refuges, on n'a pas le temps de faire autre chose parce qu'il y a la barrière horaire qui est là, quoi. Par exemple, quand on arrive au premier refuge à 55 km, on arrive, il est 4 heures du mat et la barrière horaire, elle est à 8 heures. Donc déjà, d'office, tu sais que ça va pas, C'est tu vas pas pas large. pouvoir y passer, tu vas pas y passer 4 heures, quoi. Place désormais à la troisième journée, la journée du mercredi, qui symbolise votre arrivée à la première base vie, située au kilomètre 120. C'est une étape importante du parcours, mais c'est aussi une étape importante pour toi dans ton état d'esprit. Il y a une espèce de pivot qui s'opère dans ta tête. Est-ce que tu peux nous parler de cette première base vie, de cette arrivée à la première base vie en Italie? Dans quelle disposition tu es à ce moment-là? Qu'est-ce qui a changé? Ouais, ça a pas mal changé, hein. Comme tu disais, premier jour, je suis plié en deux. Deuxième jour, physiquement, ça va, mais moralement, je sens qu'on a des passages où moi, j'ai l'impression de pas avancer et que je suis le boulet de l'équipe. Et quand on arrive sur cette base vie, en fait, on passe le kilomètre 120, et il y a ce côté psychologique, moi, qui déverrouille complètement et qui me fait dire, ah, t'as enfin fait 120 bornes, et maintenant que t'as fait ça, pourquoi pas faire plus? J'ai mal nul, j'ai pas de pépin physique particulier, enfin pas plus que les autres, quoi. Donc je me dis, voilà, si je suis encore là, je peux continuer. Et il y a cette base vie là, il y a les sacs de suivi qui sont là. Et quand on arrive, on voit 3 piles de sacs, en fait. Et il y a une pile de sacs qui est ridicule, avec les sacs des gars qui sont déjà repartis. Il y a une pile de sacs qui est pas énorme non plus, qui est celle des gens qui arrivent. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est plus dans le fond de la carafe que dans le milieu. Et il y a surtout une pile qui est assez conséquente, qui est la pile des sacs des abandons. Et quand je vois la pile, je me souviens demander au gars, ça c'est la pile des sacs des abandons. Il me dit oui, oui, c'est ça. Et Tu à ce t'attendais pas à moment-là, ça? ouais, je m'attendais absolument pas à ça. Et à ce moment-là, je me dis, voilà, moi, mon sac, il est pas encore dans cette pile, et j'ai aucune raison de le mettre dans cette pile pour le moment. Donc, avance, et tu verras plus tard, quoi. Et là, ça me fait vraiment un déclic, et je me dis, voilà, t'as déjà fait ça, et non, finalement, il reste pas grand chose, mais ouais, dans ma tête, j'ai fait le plus dur, où en fait, j'ai fait sauter les verrous que je m'étais mis jusqu'à maintenant, quoi. Vous profitez de ce passage à la Basie pour faire une bonne coupure quand même, et en bonne compagnie en l'occurrence? Ouais, c'est ça, on est accompagné, donc toujours par Marilyn et les enfants là, qui sont donc la famille de Jean. Et ouais, ça permet de sortir un peu de la course, de discuter pas mal, et d'extérioriser certaines choses. Donc ça fait du bien, on se ressource bien, on mange bien déjà, et puis on arrive à dormir pas trop mal avant de repartir, ouais, en fin de journée. Après, vous avez un gros morceau et une importante ascension qui vous attend, et puis ensuite un passage en Via Ferrata. Vous décidez quand même de marquer l'arrêt en fait avant de vous y attaquer en pleine nuit, c'est ça? C'est ça, ouais, on fait la grosse ascension et on arrive au pied de la Via Ferrata, et il y a un petit refuge qui est là à ce moment-là. On décide d'aller y manger déjà dans un premier temps, parce que après, sur la Via Ferrata, on sait pas trop comment ça va se passer, surtout qu'on va y passer en pleine nuit. Donc on C'est ça sait le qu'on... passage facile où on peut mourir ou pas? Il parlait de ça ou c'est un autre? Non, c'était un autre encore qu'on a eu le D'accord. deuxième jour, en fait, où on s'est retrouvé sur ce deuxième jour, on s'est retrouvé en pleine nuit enfin pas sur une paroi, mais sur un chemin hyper étroit, avec une falaise à notre gauche et une falaise à notre droite, et juste le passage pour un homme avec une chaîne pour se tenir. Et nous, on y est passé en pleine nuit, et clairement, on n'avait aucune notion de ce qu'il y avait au-dessus et en dessous de nous. Et
Et là, on s'est dit, ouais, c'est clair que si tu tombes là, bah, t'es mort parce que je pense qu'en dessous, il y avait pas mal de vide, ouais. C'est mieux de pas voir dans ces cas-là, non? Ouais, ouais, c'était sympa de pas voir, mais après, on imagine quand même assez facilement. Et donc la Via Ferrata, enfin c'est un passage qui est aussi fort en Ouais, émotion. ouais, ça reste un super moment. On repart de ce refuge et en fait, on se retrouve tout seul sur le parcours. Les équipes sont assez loin devant. Alors quand on dit assez loin, c'est pas non plus 2 jours en avance, mais voilà, elles ont 1 heure ou 2 d'avance sur nous et derrière, c'est pareil, elles ont 1 heure ou 2. Donc on est un peu isolé dans la montagne et on se retrouve à partir sur cette Via Ferrata de nuit avec les lampes frontales et là, quand tu regardes un peu en retraite, tu te rends compte que bah il y a 3 petits points dans le noir complet qui clignotent au loin et c'est un peu nous et ouais c'est génial. Tu vois des choses enfin tu vis une chose que tu vivrais pas en temps normal. Ça me viendrait pas l'idée moi d'aller faire une Via Ferrata de pleine nuit en temps normal. Donc voilà, je prends conscience que je suis en train de faire un truc que j'aurais jamais fait autrement. Et ouais, on se sent assez petit au milieu de la montagne à ce moment-là, ouais. Et assez privilégié de vivre ça finalement. Ouais, c'est clair, carrément. Au programme, le lendemain, il y a un long passage en Italie dans une réserve naturelle sur un terrain qui est assez délicat à manipuler. Ouais, c'est ça, on se retrouve là sur un terrain où c'est assez mou, il n'y a pas vraiment de chemin de tracé au milieu de ces cailloux là et donc c'est à nous de zigzaguer pour monter, sauf que bah clairement pour schématiser, tu poses un pied, tu penses faire un pas et en fait tu recules de 2 quoi. Et moi physiquement ça va, mais à ce moment-là moralement je me dis mais c'est un enfer quoi. Enfin j'ai souvenir que quand j'arrive en haut, par exemple, j'en jette mes bâtons tellement ça m'a énervé de pas avancer et d'être en galère comme ça à cet endroit-là. Ouais. Est-ce que tu as acheté tes bâtons en bas de la descente pour pouvoir aller redescendre et les chercher? Non, je les ai jetés à mes pieds quand même D'accord, et je c'est suis mieux. reparti T'as bien avec fait. parce que ouais, je me suis dit quand même encore la moitié du parcours sans bâton, ça peut être lent. Vous marquez un bon arrêt au refuge suivant qui est situé en bas d'une descente parce qu'il y a un gros morceau à nouveau qui se profile devant vous avec la traversée d'un glacier de nuit et qui va être un passage assez glaçant de votre parcours. Ouais, c'est ça. On arrive donc sur cette petite base vie là. On est toujours en Italie et on arrive. Il doit être à peu près midi, je crois, de tête. Et pareil, on pose 3 heures avant de repartir. Là, on n'a pas nos sacs de suivi, donc en fait, on a que ce qu'on a sur nous. À ce moment-là, on a de quoi manger, mais on n'a rien de plus en termes vestimentaires. Donc, on se pose et on repart sur une longue ascension qui va nous mener à ce qu'ils appellent le Mont Taou Blanc et qui va être en fait un passage d'un glacier puis d'une petite crête et ouais en fait quand on repart on est en fin de journée, on se retrouve rapidement en pleine nuit et là clairement on commence à avoir super froid et là ça devient vraiment compliqué. Moi j'ai souvenir que clairement dès qu'on s'arrête ne serait-ce que 2 minutes pour faire une bricole, tout de suite le froid nous saisit encore plus et ça devient vraiment compliqué à gérer donc on a eu besoin de s'arrêter un quart d'heure pour fermer les yeux et clairement pendant un quart d'heure moi j'ai trembloté de froid, genre c'était pareil, enfin on était tous gelés quoi et il Est-ce a que ça fallu peut faire. créer des tensions entre vous avec la fatigue et ces circonstances un peu particulières? Est-ce que ça a pu à des moments créer des petits points de tension ou vous arrivez à rester quand même très solidaire en toutes circonstances? Ouais, il y a des points de tension qui se créent sur les besoins de chacun entre bah forcément moi j'ai envie de dormir mais les deux autres ont pas forcément envie donc les arrêter alors qu'on a froid enfin s'arrêter alors qu'on a froid et qu'on n'a pas envie de dormir, c'est pas forcément très agréable donc ça crée des discordes mais faut faire avec les besoins de chacun et donc on finit toujours par trouver le terrain d'entente qu'il faut pour maintenir la sérénité dans l'équipe et finalement on est tous dans le même bateau et faut avancer à 3 parce qu'on n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur place quoi qu'il arrive donc il faut avancer à 3, faut faire avec les besoins de chacun donc on fait avec et on avance petit à petit jusqu'à ce fameux glacier là où c'est superbe quoi. Il y a la pleine lune qui vous accompagne et qui enchante malgré tout ce passage délicat. Ensuite, au terme de cette nuit, vous passez sur une crête avant de redescendre la montagne et de démarrer la journée de vendredi qui se passe plutôt sans encombre, en tout cas qui démarre sans encombre. Est-ce que ça fait du bien ce moment de sérénité? Je ne sais pas si on peut qualifier ça de sérénité, mais en tout cas un peu plus apaisé que ce que vous aviez connu précédemment. Ouais, ça fait un peu du bien. La journée se lève, donc forcément le froid se fait un peu oublier. Il y a un peu de soleil et tout, donc ouais, ça reste un peu plus agréable que ce qu'on a vécu la nuit, même si voilà cette nuit, comme tu disais, avec la pleine lune, là, ça a été
le glacier, la pleine lune, c'était un combo assez super. Et voilà, c'est des choses que j'ai vécues à ce moment-là que j'aurais pas vécu si j'étais pas parti là-dessus, quoi. Question, l'organisation, vous la croisez de façon assez régulière? Est-ce que vous vous sentez, je ne sais pas si c'est accompagné, mais en tout cas épaulé s'il se passe un pépin? Est-ce que tu as le sentiment qu'on peut assez rapidement venir vous extraire d'une situation délicate, ou vous avez quand même l'impression d'être un peu largué dans la nature? Sans Ouais, mauvais jeu c'est de mots. plus le côté un peu largué dans la nature, hein. Clairement, les chemins qu'on emprunte, bah, s'il y a une équipe de secouristes qui vient te chercher, je pense que ce sera par hélico. Donc, c'est aussi une des raisons qui fait qu'on a envie d'avancer parce que bah, même si ça va pas et qu'on n'est pas en danger de mort, ils viendront pas nous chercher, ils nous demanderont de rejoindre le point suivant. Donc, voilà, c'est ce qui nous dit qu'on n'abandonnera pas au milieu de nulle part. Donc voilà, quelque part, ça nous aide à avancer, hein, ce côté un peu isolé. Voilà. Après, à savoir qu'en fait, les bénévoles, on les croise souvent parce qu'en fait, ils sont une équipe de bénévoles qui tournent de refuge en refuge. Et donc, en fait, on croise les mêmes bénévoles sur la semaine et du coup, tu crées des liens même avec les bénévoles. Et ça reste un côté super sympa de la PTL parce que finalement, ils te voient évoluer tout au long de la semaine et du coup, tu crées du lien avec des gens que tu connais pas. Et en fait, avec les bénévoles, on se rend compte que sur les autres courses, à part un bonjour et un merci sur un ravito, on les revoit jamais, ces gens-là. Et là, c'est quand même cool de se dire, on voit la même équipe pendant une semaine, ouais. Les liens, justement, vous les tissez avec les bénévoles, mais aussi sur cette journée du vendredi en particulier avec des équipes qui sont encore en course. C'est la place pour des moments de solidarité, puis qui est lié notamment au fait de se dire que vous êtes tous dans le même bateau. Exactement. En fait, on arrive le vendredi, on s'arrête à midi sur un refuge en se disant, voilà, on mange à cet endroit-là, mais on dort pas parce que on sait qu'en début de nuit, il y a on va passer devant un autre refuge où on pourra s'arrêter et manger et dormir. Et donc, on repart direct de ce refuge sans s'être posé vers midi, là. Et en fait, on fait notre bout de chemin. Et quand on arrive à ce refuge, là, en début de nuit, là, il doit être 10h30, 11h du soir. En fait, le refuge est fermé pour la nuit. Et on se retrouve à deux, trois équipes au même endroit, au même moment, avec le refuge fermé, notamment avec Damien et Thierry, là, l'équipe qui était avec nous à ce moment-là. Et en fait, on se retrouve sans de quoi manger parce qu'on n'a pas grand-chose avec nous. On partage à ce moment-là, Damien et Thierry, qui ont eux un peu gardé à manger, partagent avec nous ce qu'ils ont et on finit par trouver des tentes mises à disposition par le refuge pour aller dormir. Donc voilà, on se pose dans une tente, on dort 1h30 ou deux et on repart dans la nuit encore super froide. On est encore glacé. Et donc on repart pour la nuit avec ce qu'on a sur nous. Et quand on fait le point de ce qu'on a sur nous, finalement, il nous reste pas grand-chose. Je pense que pour la nuit, il devait nous rester en gros trois pommes potes et 3 barres de céréales Pour toute l'équipe. pour toute l'équipe. Ouais, donc il a fallu un peu rationner tout ça. Et donc on repart sur la nuit. Il est 1h du mat à peu près là, de vendredi à samedi là. Et on repart à 1h du matin. Et quand on avance, bah, il fait toujours super froid. Il y a un brouillard assez épais qui s'est levé. Et c'est assez dur de s'orienter et on se retrouve en fait à croiser le chemin d'autres équipes et en fait on décide petit à petit au fur et à mesure des rencontres d'avancer tous ensemble et finalement on passe la nuit, on doit être deux, trois équipes tous ensemble, on se retrouve encore avec Damien et Thierry avec une autre équipe qu'on croisera encore après, Sébastien et Laurent et voilà on fait toute la nuit avec eux et ça permet en restant en groupe d'avancer un peu plus vite et de se sentir un peu moins isolé au milieu du brouillard où clairement on voyait pas à 10 mètres, quoi. Vous arrivez finalement à la base vie du 240e kilomètre. Est-ce qu'on peut dire que la situation devenait vraiment critique à ce moment-là? Ouais, là ça commençait vraiment à devenir très long. Malgré le jour qui se lève, on n'arrivait pas à se réchauffer, on était toujours frigorifiés. Clairement, on n'a plus rien à manger. Quand on arrive, il doit être 9h du matin, on n'a plus rien à manger et on va arriver à la base vie seulement dans 1 heure. Donc on sait que là, il est temps qu'on arrive. Et voilà, donc quand on arrive, un gros ouf de soulagement d'atteindre ce point et un gros ouf de soulagement parce que bah, on est au 240e kilomètre, on est le samedi midi et bah, ça commence à sentir la fin, quoi. Vous commencez à y croire. Ouais, ça commence, ouais. Il vous reste 60 km, donc on peut imaginer que le moral est plutôt bon, tu nous l'as dit. Le parcours, il est dérouté en raison de conditions météo qui sont pas favorables. Est-ce que c'est une source d'inquiétude particulière pour toi ou tu composes avec, comme tu as pu le faire pendant toute la semaine et tous les imprévus qui sont offerts à vous? Ouais, on compose avec, on se dit voilà, c'est dérouté, c'est comme ça. A priori, c'est dérouté parce qu'il y a trop de vent, donc
si l'orgal décide, c'est que c'est mieux pour nous, donc on se pose pas trop de questions, on s'arrête pas à cette décision, on se renseigne juste bien sur la nouvelle trace qu'on va devoir emprunter et on y va parce que de toute façon c'est comme ça et, euh, et ça fait partie du truc et il y a eu tellement d'aléas toute la semaine que finalement un de plus ou un de moins ça nous fait un peu ni chaud ni froid donc on se pose pas de questions et on avance quoi. Vous arrivez finalement à monter à la Croix du Bonhomme, qui est un passage qui a été assez délicat avec un brouillard à couper au couteau. Vous faites une courte pause, à nouveau rebelote votre heure et demie de sommeil, et puis c'est le départ pour la dernière journée. Est-ce que tu peux nous parler des difficultés du parcours là jusqu'au col du Chasse et les dernières difficultés du parcours, en tout cas celles que vous avez identifiées? Comment est-ce que ça se passe, ce passage-là? Ouais, bah en fait, c'est ça. On avait d'abord visé, comme tu disais, le col de la Croix du Bonhomme, là, et le refuge qui va avec. Donc là, il y avait un gros brouillard. Moi, j'ai une anecdote qui me reste gravée en tête où clairement, je suis derrière les deux copains qui sont devant et ils me disent on est au refuge. Et quand je lève la tête, je leur dis ouais, mais non, et je dois avoir 5 mètres de retard sur eux. Et je leur dis non, non, je le vois pas le refuge. Ils me font si, il est là. Et en fait, c'est vrai que quand j'avance, il apparaît devant moi au milieu du brouillard. Et là, je me dis, ah ouais, le brouillard est vraiment costaud quand même. Donc, voilà. On repart, on fait notre routine, manger, dormir, et on repart en pleine nuit. Pareil, là, cette fois, on repart encore avec les équipes qu'on était avec la nuit précédente. On décide de repartir tous ensemble pour finir la nuit. Et voilà, on descend jusqu'au chalet de Miage, jusqu'au village de Miage, pardon. Et on fait une des dernières ascensions. On passe par Bellevue. À Bellevue, on a la chance, j'ai la chance d'avoir Benjamin, mon pote de toujours, qui vient me voir et qui vient me voir pour la dernière partie là. Donc ça fait plaisir de le voir avec sa copine, la Chloé. Ça fait plaisir de les voir tous les deux à cet endroit-là. On prend 4-5 minutes pour se poser avec eux et discuter un peu avant de repartir. Et on attaque donc une dernière ascension et on redescend jusqu'aux Ouches sur une descente qui nous paraît interminable. Finalement, on en a fait des plus longues, mais celle-là, on sent que c'est la fin et que ça devient très dur. Et donc, une fois arrivé aux Ouches, il nous reste cette petite transition là que tout le monde connaît entre les Ouches et Chamonix, là, qui est empruntée par les coureurs du TMB, et où c'est assez roulant. Et finalement, le assez roulant pour nous devient un calvaire parce que courir c'est impossible, trottiner c'est impossible. Donc La chaleur, c'est compliqué. Ouais, il commence à faire chaud, on est contraint du coup de marcher et là clairement tous les voyants du corps commencent à se mettre au rouge et même marcher ça commence à devenir dur et on sait que c'est la fin, il reste moins de 5 km mais ils sont super longs. Les dispositions psychologiques, elles sont au vert par contre. Le corps Ouais, par lâche. contre là le corps lâche mais ouais, clairement là on commence à toucher du doigt ce après quoi on court depuis une semaine et on commence à savourer un peu l'instant, ouais. Est-ce que tu peux nous faire vivre dans tes baskets les dernières centaines de mètres et puis l'arrivée à Chamonix? C'est toi une chose que tu n'avais pas connue, tu n'avais pas fait une course auparavant qui t'avait fait arriver à Chamonix. Comment est-ce que se passent ces tout derniers moments? Alors on sort donc de ce passage là et on arrive dans Chamonix et on arrive au niveau d'un passage piéton qu'on voit au loin et quand on est à je sais pas à 50 mètres du passage piéton on a 4 bénévoles qui sont là et qu'on a vu toute la semaine et qui nous accueillent en fait, qui nous attendent pour nous accueillir et clairement qui nous font traverser le passage piéton et moi dans ma tête je me dis oh putain c'est cool, jusqu'au bout on aura les bénévoles qui nous encadrent sur les moments un peu compliqués, c'est vraiment sympa et tout de nous faire traverser à cet endroit-là avec le monde et en fait non, ils nous font pas juste traverser et ils nous accompagnent encore après et ils nous disent voilà vous êtes arrivés dans le Chamonix donc maintenant vous lâchez tout là, il n'y a plus besoin de courir, il n'y a plus besoin de rien, il vous reste 1 kilomètre à faire à travers Chamonix, vous avez plus qu'à profiter donc là c'est un moment qui reste assez grand parce que ils sont là et en fait ils sont là pour nous escorter au milieu de Chamonix. Chamonix un dimanche pendant l'UTMB, je te laisse imaginer ce que ça donne en termes de monde. C'est un peu la folie, il y a du monde partout et en fait plus on avance, plus on voit les gens qui s'arrêtent et on a l'impression on a la sensation d'avancer au milieu d'une aide d'honneur là, c'est assez magique. Les gens comprennent que vous finissez la PTL? Ouais, les gens comprennent. En fait, il y a tout un protocole qui est mis en place par l'organisation autour de ça. Là, les bénévoles sont là en fait pour nous annoncer. Donc, les gens savent d'où on arrive et ce qu'on vient de finir, ce qu'on est en train de finir, pardon. Et du coup, voilà, on profite vraiment là. On traverse tout Chamonix. Il y a une espèce de vague qui se crée sur notre passage là, qui est assez dense. Ça crée des frissons là qui sont assez dingues. Et on arrive donc du coup
proche de cette place du triangle de l'amitié là que tout le monde connaît. Et on est à quelques centaines de mètres de l'arrivée, quoi. Et on retrouve encore Marilyn et tous ceux qui nous ont suivis pendant la semaine. Et Marilyn, les enfants, la belle famille de gens. Enfin voilà, on est avec eux et on a la chance de pouvoir en fait s'arrêter 2-3 minutes avec eux. Je retrouve Benjamin aussi et on a la chance de pouvoir s'arrêter en fait avant de franchir cette ligne d'arrivée là. S'arrêter 3 minutes et de vivre le moment avec eux. Et ça reste quand même extraordinaire parce que ça reste une course, mais ça reste avant tout une aventure humaine et sans tous les gens qui sont autour, l'aventure c'est pas la même et c'est vraiment compliqué. Et du coup là, on profite avec eux, on partage ce moment avec eux parce que la réussite c'est nous, mais c'est aussi eux. Et du coup, on attend parce qu'il y a des coureurs UTMB qui arrivent et les bénévoles nous disent clairement, bah, on les laisse passer et après, on vous fait place nette pour vos 100 derniers mètres. Et là, tu passes donc cette dernière ligne droite là, pardon. Et cette dernière ligne droite, elle reste magique, quoi. Ils te mettent la musique de la PTL qui résonne à fond, le speaker qui t'annonce, voilà, et tu kiffes ces 100 derniers mètres et t'oublies un peu tout ce que tu as vécu pendant une semaine, les mauvais moments, tu savoures l'instant présent, tu dis ouais, ça fait 6 mois qu'on court après ce chantier et nous voilà au bout, quoi. Et à trois et entre copains et ça reste génial, quoi. Ça donne des frissons. Ouais, c'est un souvenir. J'en ai encore des frissons aussi. Bah, ouais. moi aussi, tu vois, en t'écoutant, donc j'imagine pour toi. Pour la petite histoire, qui est la grande histoire d'ailleurs, vous bouclez cette PTL après 149 heures, 47 minutes et 31 secondes d'effort et accessoirement 3 heures d'avance sur la barrière horaire. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris et quels enseignements elle t'a apporté sur toi et puis sur la force d'une équipe et du collectif? Elle m'a appris que, comme on disait au début, hein, il y a forcément des moments où ça va pas et quand ça va pas, c'est que derrière ça ira mieux et ça, j'essaie de me le rappeler au quotidien quand on a des passes qui sont un peu moins bien dans notre vie quotidienne, se dire bah voilà, ça reste qu'une passe et c'est pas écrit dans l'avenir donc faut pas s'arrêter à ça donc essayer toujours d'avancer coûte que coûte et ne jamais baisser les bras quoi ça. L'avenir sera toujours plus radieux quand ça va pas donc voilà, ça m'a vraiment appris ça. Et au niveau de l'esprit d'équipe, ce côté, euh, ce côté une course est belle, mais une course et une aventure est encore plus belle quand elle est partagée. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je me vois plus trop m'engager sur des courses tout seul en fait. J'ai besoin d'être avec des copains et des proches pour profiter à fond du truc. C'est quoi selon toi les facteurs clés de votre réussite sur la course? Je dirais la complémentarité parce qu'on a chacun eu des moments où on n'était pas bien et où les autres étaient bien et on a été complémentaires dans le sens où on s'est jamais lâché en fait, on est toujours resté à se soutenir les uns les autres et ça nous a permis d'avancer et je crois que c'est ça ouais jumelé un peu avec ce côté où on n'a pas été trop mauvais en orientation et on n'a pas perdu trop d'énergie là-dessus, voilà ça a été être capable d'écouter les autres et de faire avec les besoins de chacun. Et de prendre les bonnes décisions ensemble. C'est ça. Est-ce que c'est une aventure qui était à la hauteur de ce que tu imaginais ou elle a été bien au-delà? En tout cas, elle a forcément été différente, j'imagine, de ce que tu imaginais. Ouais, elle a été différente. Je m'imaginais un truc dur et en fait, c'est un truc exceptionnel. C'est carrément dingue. Et au niveau des attentes, ouais, ça a tout dépassé en fait. Je m'attendais à vivre des choses fortes et j'ai vécu des choses beaucoup plus fortes que ce que j'avais imaginé et ça restera gravé à tout jamais quoi. C'est comme on dit souvent, on se le dit souvent entre nous. Il y a eu un avant PTL et il y a vraiment un après PTL où on voit plein de choses différemment maintenant. Est-ce que tu as été voir la personne qui a fait le briefing pour lui dire qu'il avait un peu bluffé sur la facilité de la course? Ouais, on l'a T'avais fait vu lui parce toucher que 2 mots. on l'a vu parce que, comme je te disais, les bénévoles en fait nous suivent toute la semaine. Donc en fait, ce gars-là, on l'a recroisé plusieurs fois sur le parcours. En fait, il nous suit sur toute la semaine et donc on l'a recroisé régulièrement sur des refuges et des bases de vie. Et donc on avait échangé déjà quelques mots avec lui et on lui avait dit que c'était un marrant quand même avec son c'est facile alors que c'est pas si facile ou c'est trois petits cailloux et en fait c'est un rocher qui fait ta taille. Et voilà donc ouais, on l'a recroisé et, à l'arrivée. T'as même la chance de devoir remettre la veste finisher par ce gars, quoi. Donc ouais, Qui vous c'est fait un vraiment. clin d'œil complice. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Tu lui dis, ouais, tu t'es un peu Toi-même, tu foutu de sais. nous quand même, mais ça valait la peine, quoi. Ça a été quoi le moment le plus difficile pour toi?
Le premier jour. Franchement, le premier jour, pour moi, ça a été un peu l'enfer où je me voyais déjà de pas aller au bout, en fait. On venait à peine de partir. Ça faisait même pas 24 heures que j'avais passé la ligne de départ et je me voyais déjà être rapatrié et arrêter l'aventure et suivre les copains au loin. Donc ouais, psychologiquement, ça a été dur. J'ai pas pensé à l'abandon, enfin, je l'ai pas verbalisé en tout cas, mais ouais, ça commençait à me trotter dans la tête et à me dire, si je suis dans cet état-là au bout de 12 heures, qu'est-ce que ça va être au bout de 100 heures quand j'aurais pas dormi et très peu mangé. Donc ouais, à ce moment-là, ça a été assez compliqué à gérer. Ouais. S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de ces 149 heures d'effort? Ouais, c'est chaud. Par facilité, je dirais l'arrivée quand même. C'est ce moment où ce que tu as fait pendant une semaine, ça prend forme. Clairement, tu t'es battu pendant une semaine là, à avancer coûte que coûte à travers des paysages magnifiques et terriblement durs. Et voilà, en 100 mètres, en 100 mètres, tu partages C'est tout avec des balayé. potes et c'est balayé. Ouais. Combien de temps est-ce qu'on met, enfin tu as mis en l'occurrence pour récupérer physiquement et émotionnellement surtout une telle aventure? Ouais, physiquement, je dirais bien 2 semaines, juste pour retrouver un cycle alimentaire et un cycle de sommeil normal. C'est tellement de privation en fait pendant une semaine au niveau du sommeil et de l'alimentation que rentrer à la maison c'était un peu n'importe quoi. Je me posais 5 minutes dans le canapé, je m'endormais quoi. Alors il était 2 heures de l'après-midi et je m'endormais limite droit comme maïs sur le canapé, donc c'était assez flippant pour tout le monde. Et au niveau de l'alimentation, si tu me mettais un truc sur la table, il me fallait pas 10 secondes pour l'avoir fini. Donc, c'était un peu boulimique même. Donc, voilà, à ce niveau-là, il m'a fallu bien 15 jours pour retrouver, voire même un peu plus, je pense, pour retrouver quelque chose de normal. Et après, je pense au niveau émotionnel, ça me crée toujours des frissons. Donc ouais, j'arrive pas à savoir quand est-ce C'est que toujours j'aurais là, pu. d'une certaine Ouais, façon. c'est toujours là. Ouais, je pense que ça le sera toujours. Et physiquement, tu vois, là, j'ai redémarré une prépa pour un autre projet. Et j'ai envie de te dire que même si j'étais pas broyé, j'avais pas de blessure particulière due à ça, je pense que pour s'en remettre complètement physiquement, ouais, pas loin d'un an, ce serait pas exagéré, quoi. Tu l'as dit, un avant et un après PTL pour chacun d'entre vous. J'imagine que le lien qui vous unit aussi tous les trois, il est forcément différent, qu'il y a là aussi un avant-après. Vous êtes plus soudés, enfin ce que vous avez vécu là, j'imagine, a forgé un souvenir inoubliable et fondateur d'une autre forme d'amitié. Vous étiez déjà amis avant, mais ça j'imagine, était encore un pas en avant dans ce qui vous lie et ce que vous avez vécu et que vous seul pouvez finalement comprendre. Ouais, c'est assez particulier à définir. Ouais, tu crées des liens. Alors ouais, avec des amis, comme tu dis, c'était déjà des amis avant, mais là, t'as créé il y a un truc qui s'est créé où finalement, ça appartient un peu qu'à nous. En fait, c'est notre truc à nous et t'as beau le raconter aux gens, tu vois là, ils sentent le truc, mais ils l'ont pas vécu en fait. Et ouais, ça appartient qu'à nous et forcément, ça crée un lien particulier. Ouais. Dernière question sur cette PTL, est-ce qu'il y a un message ou un conseil que tu voudrais donner ou faire passer à ceux qui envisageraient de se lancer dans une telle aventure? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ouais, alors pour la déconne, j'en ai discuté avec ma femme et Jean en l'occurrence. Et pour la déconne, je leur avais dit que je leur citerais la célèbre réplique des bronzés fonds du ski qui dit vas-y fonce et oublie que t'as aucun chance quoi. Et bon, je Sur un sais qu'elle est. malentendu, ça peut toujours marcher. Ouais, voilà, sur un malentendu, ça peut toujours passer. Donc pour la déconne, je leur ai dit que je citerais ça parce que je trouve que ça résume tellement mon aventure en plus et plusieurs parties de ma vie où ouais, vas-y fonce et oublie que t'as qu'une chance, ça peut passer quoi. Donc voilà, pour la déconne, ce serait ça. Et après, de manière générale, c'est un peu ce côté qui moi m'anime et que j'essaye de véhiculer auprès de mes élèves, ce côté voilà, peu importe ce que tu fais et de la manière dont tu le fais, mais essaye toujours de donner le meilleur de toi-même et finalement faire de la compétition, faire des courses, tout ça, c'est bien, mais je trouve qu'on est dans une société où on essaye toujours d'être meilleur que les autres, de faire plus que les autres et j'ai envie de me battre moi sur ce côté où avant de faire plus que les autres et avoir mieux que les autres, essaye déjà de faire plus que ce que tu es capable de faire actuellement et d'être un peu la meilleure version de toi-même.
Merci beaucoup Tristan. On va parler un peu d'avenir. Tu nous as expliqué que tu étais dans une phase de préparation, une nouvelle phase de prépa. C'est quoi les grands rendez-vous ou le grand rendez-vous à ton calendrier là, dans les mois à venir? J'ai eu la chance là du coup d'être repris afin d'avoir pu renouveler mon dossard sur l'OCC là pour cet été là. Donc là, à l'heure actuelle là, c'est dans un mois là, je repars à Chamonix pour faire l'OCC et du coup je vais avoir la chance de revivre un départ à Orsières, une arrivée à Chamonix et c'est un peu le sentiment de boucler la boucle en fait et c'est assez marrant. Donc voilà pour l'avenir proche. On Et s'y verra. on s'y verra, super, j'ai Ouais. hâte. Franchement, hâte de t'y croiser. Tu Avec fais l'OCC plaisir. aussi? MCC. D'accord, ok. Moi, j'espère qu'on s'y croisera en tout cas. On s'y croisera sans problème. Je vais y passer du temps. Et du coup, voilà pour le court terme là, dans un mois, et après. À plus long terme, il y a un défi qui te fait envie vraiment? Je devais faire il y a quelques années, il y a quelques temps, pardon, le Grand Trail des Templiers, et il avait été annulé à cause de la météo, donc j'avais pas pu le faire. Donc voilà. Là, j'aimerais bien le refaire cette année. Et après, à plus long terme encore, là, un autre défi, ce serait peut-être refaire une PTL. Ah ouais, tu rempiles? Ah ouais, j'en ai très envie de rempiler et de retenter le truc, ouais. Traditionnelle question de fin d'épisode, je vais te demander de partager avec nous le motto de la fin. Est-ce qu'il y a une devise qui a particulièrement de sens pour toi et qui exprime ta philosophie de vie ou de ta pratique en tout cas du sport? Quel motto tu voudrais partager avec nous? Ouais, une citation pas vraiment, mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, c'est tout simplement essayer d'être le meilleur de soi-même, pas toujours essayer d'être le meilleur par rapport aux autres, mais voilà, juste être le meilleur de moi-même et au quotidien essayer de m'améliorer et de faire mieux que ce que j'étais le jour d'avant, quoi. J'aurais dû faire l'interview demain, t'aurais été encore meilleur qu'aujourd'hui. Ouais, peut-être. Ouais. Après, je suis pas sûr de m'améliorer tous les jours non plus. C'est l'objectif, ce qui compte, c'est ça, c'est l'idée et l'objectif et les moyens qu'on se donne pour le faire. Voilà. Merci beaucoup Tristan, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, c'était vraiment passionnant, tu nous as fait vibrer avec cette PTL qui est une course redoutablement exigeante dont on a pu pleinement mesurer grâce à nos échanges la complexité mais aussi la beauté, c'est vraiment je pense les deux choses qui ressortent, la beauté à la fois de l'environnement dans lequel tu as évolué mais aussi la beauté de finalement cette aventure en équipe et de la solidarité qui en découle. Félicitations à vous pour cet exploit, parce qu'on peut à l'évidence dire que c'en est un. Et puis bravo également à toi d'avoir osé te lancer sur une course qui était bien différente de tes standards jusqu'alors, et d'avoir réussi à tenir bon alors que dès le 15e kilomètre, les signaux commençaient à être préoccupants et que encore 285 km te tendaient les bras, ou plutôt les jambes. Donc voilà, bravo pour ta résilience, on a utilisé le terme tout à l'heure. Je te souhaite beaucoup de bonheur Tristan pour la suite, beaucoup d'accomplissement pour la suite de tes aventures. Je ne doute pas qu'elles seront très belles. Je te souhaite aussi de réussir ton OCC, de passer un bon moment là-bas. Et voilà, passe un très bel été, les jambes croisées sur la table de ton salon, mais aussi avec des baskets aux pieds, on l'a bien compris. Pas de souci, merci à toi Guillaume, c'était un réel plaisir de repartager ça avec toi. Plaisir pleinement partagé, merci pour tout Tristan, à très vite. Salut Guillaume, merci. Salut, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment. Ça y est, le départ est donné, la course, elle départ... pardon. Ça y est, le départ est donné, la course, elle départ... Putain, je refais la même chose.